Donc, alors que l'écologie politique est née il y a déjà plus d'un siècle, beaucoup de Français ont longtemps pensé que que l'écologie en fait concernait principalement la défense de l'environnement et qu'elle était d'abord l'affaire des États plutôt que des citoyens. Or, pas de chance, nos grands partis de droite ou de gauche se sont parfaitement désintéressés de la chose, à ce point qu'ils ont cru nécessaire, tous les partis de gouvernement, de sous-traiter la question écologique à des partis spécialisés ou à des personnalités comme Corinne Lepage à droite ou Nicolas Hulot au centre ou Brice Lalonde, on ne sait pas trop. Voilà. Heureusement, la situation est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer dans le bon sens, notamment depuis les accords de Paris en 2015 et depuis la dernière élection présidentielle. Même si les partis écologistes ne parviennent pas à percer électoralement, il devient de plus en plus clair aux yeux de tous que la défense de la nature et de l'homme sont intimement liées, qu'il existe des cercles vicieux quand l'homme et la planète sont exploités sans limite, mais aussi des cercles vertueux quand la réparation de l'homme va de pair avec la réparation de la planète. Ce n'est pas par hasard, comme vous le disiez tout à l'heure, si Nicolas Hulot, numéro 2 du gouvernement, a été nommé ministre de la Transition écologique et solidaire. Pas par hasard non plus si Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon ont intégré la dimension écologique dans leur programme présidentiel de lutte contre les inégalités. Et ça, c'est vraiment une grande première que des leaders de gauche prennent en compte cette dimension écologique à ce point-là. Car chacun désormais peut faire le lien entre réchauffement climatique, migration et terrorisme, entre pollution, malbouffe, OGM et cancer ou obésité, entre gaspillage et inégalité, entre urbanisation galopante et perte de sens, de valeur ou de lien social. Ce n'est pas non plus un hasard si un appel des solidarités a réuni cet hiver des mouvements écologistes comme la Fondation Nicolas Hulot ou les Colibris de Pierre Rabhi et de grands acteurs de la solidarité et de la lutte contre les inégalités comme Emmaüs justement ou Action contre la faim. Au total, je crois qu'il y a une soixantaine d'associations, 150 qui sont réunies. Ben, Thierry était là à ce fameux appel. Alors voilà, au-delà du constat, il s'agit donc maintenant de savoir comment aller plus loin et comment faire en sorte que les citoyens, pleins d'inventivité, avec leurs millions de révolutions tranquilles au quotidien, comment ces citoyens peuvent peser pour pousser les États et les entreprises à passer à la vitesse supérieure. Comment mobiliser les forces et les consciences pour construire un nouveau paradigme, réparer l'homme et la planète au lieu de les détruire. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons donc réuni ce soir 4 invités et 3 d'entre eux sont liés au mouvement Emmaüs, fondé par l'abbé Pierre. Le mouvement Emmaüs, donc ce mouvement Emmaüs qui fédère des dizaines d'associations. 288. Voilà, je me disais que c'était plutôt des centaines. 350, qui dit mieux. Bon. Alors Thierry Kuhn, vous êtes donc le président d'Emmaüs France. Alain Campmas, vous avez été, vous, chef d'entreprise et vous dirigez aujourd'hui la communauté Emmaüs. Vous présidez, vous dirigez, président, directeur général de la communauté Emmaüs de Bougival, dans les Yvelines, cette communauté qui revend et recycle des centaines de milliers d'objets tout en créant de l'emploi et du lien social. Quant à vous, Yann Fradin, vous êtes le directeur général d'Espace, une association d'insertion par l'écologie qui, elle aussi, crée de l'emploi et du lien social. Enfin, Emmanuel Soulias, bonjour, vous êtes le directeur général d'Enercop et vous nous expliquerez comment chaque citoyen peut aujourd'hui personnellement et concrètement peser sur la question cruciale de l'énergie, donc du climat et des ressources. Voilà, et bien sûr, vous serez tous invités à intervenir au cours de ce débat pour apporter vos questions et vos témoignages. Il y aura une session de toute façon à la fin de ce débat d'environ une demi-heure où vraiment le débat sera totalement ouvert. Si au cours de nos échanges vous avez des choses à apporter, des témoignages, des précisions, des remarques, bien sûr elles sont les bienvenues.
Donc n'hésitez pas, l'idée justement, puisqu'on est en train de dire que les citoyens doivent intervenir et prendre les choses en main, voilà, c'est le moment de le faire concrètement. Voilà, mais pour commencer ce débat, j'aimerais que chacun d'entre vous me dise en quelques mots s'il confirme ou non le tableau que je viens de faire de cette situation, ou s'il l'infirme, ou s'il veut le compléter, et comment il a vu poindre ces bouleversements qui sont en cours. On commence par vous, Thierry Kuhn. Bonjour à oui, d'abord appuyer sur le bouton, c'est peut-être mieux. Bonjour à tous. Donc Thierry Kuhn, effectivement, je suis président d'Emmaüs France et au-delà d'être président, je suis directeur aussi d'un chantier d'insertion, donc une structure d'insertion en Alsace qui est sur cette activité de récupération, de revalorisation. C'est notre ADN, redonner une seconde vie aux objets pour redonner une seconde chance aux hommes et aux femmes en situation d'exclusion. Donc c'est vrai que Emmaüs, mais on y reviendra, on a un peu cette histoire d'écologie, de réemploi, de recyclage chevillé au corps, l'économie circulaire. On en fait depuis près de 70 ans. On ne parlait pas encore d'économie circulaire, mais c'était pour le coup, pour nous, et pour l'abbé Pierre et pour les premiers compagnons, un moyen d'accueillir des personnes en situation de grande exclusion, les premiers compagnons, et ça s'est passé de l'autre côté de Paris, à Neuilly-Plaisance, à la communauté de Neuilly-Plaisance. Alors sur le constat, oui, on a fait ce constat et en lançant l'appel des solidarités, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure aussi sur cette histoire d'appel des solidarités. J'espère qu'on y revient, parce qu'on est en train de le relancer également. Oui, je crois qu'on a fait ce constat, y compris à Emmaüs, que les questions finalement d'écologie ou de préservation de la planète sont effectivement intimement liées aux situations d'exclusion. Quand même, 9 millions de pauvres, 1 million de pauvres de plus en 10 ans, une situation de chômage, en particulier longue durée, extrêmement inquiétante, une situation de précarité importante. Et la réponse qu'on apporte, la réponse que le système dominant apporte, c'est de dire, vous inquiétez pas, on va retrouver de la croissance, on va libérer les énergies et on va retrouver de la croissance, et ce qui permettra à tous de pouvoir en bénéficier par une espèce de miracle du ruissellement, je crois que le ruissellement vers le bas, tout le monde va en profiter, on va retrouver cette croissance. Sauf que, quand on est en situation d'exclusion, il y en a un peu marre d'attendre, donc il faut trouver des solutions ici et maintenant. C'est ce que le mouvement Emmaüs essaie de faire, c'est de trouver des alternatives, des réponses là où on se trouve, avec ce qu'on est. On essaie de trouver oui, on crée des structures d'insertion, on crée des communautés, on crée des centres d'hébergement, et on n'attend pas une hypothétique croissance, et on montre bien que la croissance ne résout pas les situations d'inégalité. Notre pays n'a pas cessé de s'enrichir et les inégalités n'ont pas cessé de se creuser. Et en plus, aujourd'hui, on voit bien que créer de plus en plus de richesses, on se rend compte aujourd'hui que les ressources de la planète ne sont pas suffisantes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va falloir parler de partage des richesses, de partage des ressources. Et je crois que c'est ce à quoi il faut qu'on s'attelle tous ensemble aujourd'hui. Vous, Thierry Kuhn, vous pensez qu'effectivement, à vous écouter, on a l'impression que finalement les choses n'ont pas tellement évolué, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience depuis quelque temps? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça, qu'une prise de conscience est en marche ou pas? Je crois qu'il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, il va falloir qu'on réagisse et on ne peut pas continuer comme ça, dans cette voie où, oui, on a un système qui crée de l'exclusion, qui crée des inégalités, et en plus qui menace, qui menace notre planète. Donc si on continue dans cette voie-là, et on le voit tous aujourd'hui, on va directement dans le mur. Donc il va falloir qu'on réagisse. La bonne nouvelle, c'est que les réponses existent déjà. Les citoyens n'ont pas attendu pour se mobiliser, pour s'organiser, pour créer des alternatives, pour prendre des initiatives sur les territoires. Et il suffit de le voir, il y a énormément de choses qui se font partout. Et puis un certain nombre de mouvements l'ont montré. Je pense au film Demain de Cyril Dion qui le montre bien, et puis on le voit partout sur le territoire. Oui, on est capable de s'organiser. Le mouvement, la société civile est capable de s'organiser pour trouver des solutions. Donc il suffit qu'on le valorise, qu'on s'en inspire, que les politiques s'en inspirent,
qu'on le fasse savoir et qu'on change d'échelle. Et je crois qu'on est en capacité de trouver des réponses pour aujourd'hui et pour demain. Merci beaucoup. Emmanuel Soulias, est-ce que vous pensez, vous aussi, que les choses sont en train de bouger, d'évoluer, qu'il est en train de se passer quelque chose? Oui, je présenterai un air comme tout à l'heure, mais pour répondre à votre question, je Et pense après, qu'effectivement... ensuite, on parlera de vos actions concrètes dans très peu de temps. Non, mais je fais le même constat, c'est-à-dire que ces enjeux sociaux, ces enjeux environnementaux, ces enjeux de solidarité, ils convergent. Peut-être pour paraphraser deux personnes, le pape qui, dans l'encyclique Laudato Si, rapproche la justice sociale de la justice climatique en disant que c'est les mêmes enjeux, les mêmes combats et les mêmes solutions. Et puis peut-être aussi citer Attac ou Alternativa qui disent il ne faut pas changer le climat, il faut changer le système. Ou pour changer le climat, il faut changer le système. Donc on voit bien que tous les enjeux sont liés. Je crois que cette prise de conscience, elle est là. La bonne nouvelle, comme l'a dit Thierry, c'est qu'il y a plein de solutions. Et il y a plein de collectifs divers et variés, mais aussi des collectivités, mais aussi des pays même, qui commencent à agir sur cette, j'allais dire, sur ce spectre large des leviers dont on dispose pour faire avancer la question sociale et environnementale. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on touche au cœur du système et que forcément, il va y avoir des tensions, forcément, il va y avoir des résistances parce que ça demande des changements fondamentaux dans le système financier, dans l'organisation sociale et dans tout un tas de choses qui sont profondément inscrites dans nos sociétés aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle, oui, les enjeux convergent, oui, il y a des solutions. Là où le plus dur est à faire, c'est de faire avancer ça et de faire changer le système au cœur. Merci beaucoup et merci d'avoir rappelé ce que j'avais oublié, c'est l'importance majeure de l'encyclique Laudato Si, effectivement, qui fait ce rapprochement dont vous parliez. Alain Capmas, à vous, même question, même punition. Oui, dans un passé récent, j'ai été l'un des négociateurs du Grenelle de l'environnement, au titre du MEDEF d'ailleurs. Et ça a été un exercice extraordinaire de la société civile, puisque c'était les représentants des ONG qui discutaient, et des syndicats et des entreprises qui discutaient entre elles pour voir si nous étions d'accord sur quelques mesures. Et je me souviens encore du discours de Sarkozy à l'époque qui disait « Si vous vous mettez d'accord sur 2 ou 3 mesures, on les appliquera ». On s'est mis d'accord sur, je ne sais plus, c'était 300 mesures ou choses comme ça. 363. Merci pour le chiffre. Je ne suis pas un homme de chiffres exact, mais approximatif. Donc 363 mesures. C'est dire que la société civile était capable de faire des propositions concrètes et positives sur tous ces éléments de l'environnement, de la protection de l'environnement. Maintenant, sur la question de l'évolution de la société et de l'aspect global. Donc, moi, je suis resté avec la parole de René Dubos qui disait il faut savoir réfléchir globalement et agir localement. Donc, j'agis très localement dans une communauté. D'un autre côté, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser et qui est posée par le changement climatique. C'est la question, par exemple, du gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'air? Qu'est-ce que l'eau? C'est un bien commun. La question du bien commun ne se pose pas dans beaucoup d'entreprises ou pour beaucoup de personnes, car on raisonne personnel. Et toute la question, qui est une question éthique, c'est de savoir à quel moment on attaque le bien commun, à quel moment on le consomme, ce bien commun. Et je pense que tout le monde est maintenant bien au courant qu'on consomme beaucoup trop sur la planète et que donc on est en train d'entamer notre bien commun d'une façon non renouvelable et que donc il faut mener des actions pour respecter le bien commun. Mais quand on raisonne bien commun, on voit tout de suite la difficulté, elle devient très vite politique. Soit on agit localement, et on peut faire des actions très concrètes qui dépassent le politique, soit on essaye d'agir globalement, et alors là, on a vraiment des difficultés, on voit bien toutes les difficultés que l'on a aujourd'hui. Mais pour moi, ça se résume à cette question de bien commun qui me paraît un sujet sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu plus. Yann Fradin, même chose. Juste avant, je voudrais quand même rappeler que effectivement, c'est quand même un signe, sans doute, le fait que tous les acteurs du Grenelle de l'environnement aient réussi à se mettre d'accord sur 363 mesures et que ça se soit terminé par cette fameuse phrase au Salon de l'Agriculture, l'écologie, ça commence à bien faire. À vous, Yann Fradin. Pardon ? Il y a des actions menées. Bien sûr, mais heureusement.
Oui, moi, je dirais le fondement de l'action de l'association Espace, quand on a créé l'association, un certain nombre d'habitants donc sur l'ouest parisien, à l'époque autour des terrains Renault, donc, ce qui est symbolique, hein, c'était la fermeture des chaînes de l'île Seguin, donc le début de la fin de la voiture peut-être, en tout cas la voiture thermique. Et en tout cas en cœur d'agglomération. Et l'idée, ça a été de se dire comment est-ce qu'on envisage la ville demain. Et la manière dont on a travaillé, ça a été de se dire on va créer de l'emploi et on va faire. Parce qu'un des gros problèmes qu'il y a, c'est que dans toutes nouvelles idées, hein, et notamment dans l'écologie, puisqu'on est sur des choses très concrètes, l'air, l'eau, le végétal ou quoi, c'est qu'il faut changer de fonctionnement, changer de paradigme. Et c'est compliqué dans des sociétés dans lesquelles on est très organisé, très structuré. Il y a des avantages acquis, il y a des positions assises, il y a des... Par exemple, aujourd'hui, pour mettre en place un CAP, c'est à peu près 10 ans. Donc au moment où vous pensez le CAP et où il se met en place, déjà il est complètement dépassé et inutile. Et pareil pour tous les diplômes à peu près. Donc on a des enjeux de vitesse, de changement. Et donc l'idée d'Espace a été donc de travailler au niveau donc de la réalisation de l'entretien de la nature dans la ville et d'anticiper ça et de le faire. Et c'est ça qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est de le faire avec des personnes donc éloignées de l'emploi, qui, elles, n'ont pas de position acquise. Elles, au contraire, elles ont tout à gagner, à innover et à expérimenter, à la différence, quelque part, souvent, de gens qui sont installés, et on en fait partie, hein, on n'a pas trop envie de changer nos habitudes les uns et les autres, voilà, si demain les transports changent, etc., on voit que c'est compliqué, alors que des personnes qui ont tout perdu quelque part, c'est le cas aussi des migrants, etc. Et je veux dire, au contraire, je veux dire, aller de l'avant, c'est naturel. D'ailleurs, c'est pour ça pour les migrants qui partent à l'aventure, de ce point de vue-là, c'est qu'ils sont prêts à remettre en cause toute leur vie pour partir ailleurs. Et dans l'insertion, on est là-dessus. Et donc, ça fait qu'on arrive à faire des choses incroyables. Par exemple, encore aujourd'hui, 20 ans après, Espace, on reste le leader sur la Seine de l'aménagement en génie végétal des berges de Seine. Tous les ingénieurs, les techniciens, les plus savants qui soient, nous expliquent que ça peut pas marcher, que ça marche pas. Mais quand c'est des gens en insertion qui le font, là, on accepte de donner un peu de sous pour que ça se fasse, et là, ça marche. Donc, on peut se poser la question pourquoi, on voit bien derrière les habitudes, les bureaux d'études techniques, etc. Ça fonctionne pas. Donc, voilà un peu on essaye de faire localement, de changer le monde, comme disait Alain, localement. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, je voudrais savoir si il y a quelqu'un dans la salle qui pense que on n'est pas du tout sur la bonne voie, que tout ça, ce sont des alibis et que voilà, qu'on n'a pas bougé depuis 10 ans. Autrement, si tout le monde est d'accord, on va pas. Bon, on poursuit. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à intervenir, principalement si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui est dit et qui vous heurterait. Bien. Donc, je voudrais reprendre donc Thierry Kuhn. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ça serait que chacun d'entre vous, et évidemment chacun des 4 intervenants est invité à réagir s'il le souhaite aussi au propos de l'autre. Hein, donc, c'est vraiment un dialogue ouvert. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment concrètement vous mêlez. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour mêler écologie et environnement, et comment, selon vous, Thierry Kuhn, comment est-ce qu'on peut faire pour que les grands changements que nous devons opérer puissent vraiment venir des citoyens? Comment les mobiliser? Est-ce que c'est à travers l'éducation, pour une prise de conscience, le bénévolat, l'économie circulaire dont vous parliez? Quels sont les leviers de cette action citoyenne? Ou un peu tout ça, d'ailleurs, et un mix un petit peu de tout ça. Peut-être que, effectivement, pour répondre à la question, l'expérience d'Emmaüs est particulièrement éclairante. Je disais tout à l'heure, l'économie circulaire, qui est une nécessité aujourd'hui, sur laquelle il faut qu'on travaille sérieusement. Oui, Emmaüs, finalement, l'a peut-être un petit peu inventé. Et quand je dis un petit peu, c'est effectivement, c'est né au début des années 50, quand il fallait trouver de l'argent pour faire fonctionner la première communauté, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Du coup, on est allé récupérer les chiffons, la ferraille, les métaux, pour le valoriser, pour le remettre dans le circuit. Et c'est ce qui a donné naissance
ce qu'on appelait les chiffonniers Emmaüs, ensuite les chiffonniers bâtisseurs, puisqu'on a construit des logements d'urgence pour les personnes à la rue. Au début des années 50, évidemment, je passe sur l'appel hiver 54, etc. Mais ce qui a vraiment donné naissance à cette activité économique, cette activité aujourd'hui qu'on appelle économie circulaire dans le mouvement Emmaüs, c'était d'abord par nécessité. On n'avait pas de conscience écologique, c'était 30 glorieuses, début de la société de consommation. Oui, de plus en plus on jetait beaucoup, et puis il y avait de quoi revaloriser. C'est ce qui permettait d'accueillir les compagnons à l'époque de manière inconditionnelle et qui permettait de faire vivre la communauté. Et c'est comme ça qu'Emmaüs est né et s'est déployé ensuite. Oui, partout dans le monde et puis sur le territoire français. Cette activité-là maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que souvent on me dit, ouais, c'est peut-être Emmaüs qui a inventé l'économie sociale et solidaire, c'est Emmaüs qui a inventé l'insertion par l'activité économique, c'est Emmaüs qui a inventé l'économie circulaire. Mais c'est vrai que ce modèle-là, aujourd'hui, en France, c'est 288 groupes, c'est 118 communautés Emmaüs, 4500 compagnons qui sont accueillis dans les communautés, qui vivent de cette activité-là. C'est plus de 4000 salariés, dont une grande majorité, évidemment, des salariés en parcours d'insertion, des personnes à qui on a proposé un emploi d'insertion, une formation, un accompagnement. On ne parle pas de contrat aidé, nous on parle de contrat aidant, parce que les personnes qui sont embauchées chez nous sur cette activité-là, bah oui, elles apportent quelque chose à la société, elles sont acteurs. Et c'était l'idée de l'abbé Pierre. En étant accueilli, on devient accueillant. En étant aidé, on devient aidant. En étant soutenu par une communauté ou par une structure d'insertion Emmaüs, on devient acteur de sa vie, on devient acteur de la communauté, on devient acteur de la société, on devient acteur de changement et de transformation sociale et écologique. Alors, pour nous, effectivement, cette activité, et puis on voit émerger de plus d'autres activités au-delà de la récupération, la revalorisation, le réemploi, le recyclage. On voit apparaître du maraîchage, de l'écologie urbaine, etc. Voilà. Donc, pour nous, cette activité-là, et la leçon, je crois qu'on peut en tirer, c'est que cette question d'écologie, en plus, c'est un formidable gisement d'emploi, d'activité pour des personnes particulièrement exclues, pour des personnes en situation d'exclusion. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que finalement, Emmaüs, à partir, n'est rien d'autre que des initiatives citoyennes. C'est des gens qui s'organisent sur des territoires, qui créent une communauté, qui créent une structure d'insertion, soit par du bénévolat, du salariat, etc. Qui s'organisent pour trouver des solutions sur leur territoire, à la fois en termes d'écologie, en termes de création d'emplois, en termes de création de richesse, parce que finalement, avec 3 bouts de chiffon, on crée de la richesse économique. Et aujourd'hui, les enjeux de notre société, la question environnementale, la question de création d'emplois pour les personnes en situation d'exclusion, les questions économiques, la question de lien social, les questions d'accueil de migrants, et ben avec 3 bouts de chiffon, avec cette activité de recyclage, de revalorisation, on trouve des solutions à la plupart des enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui, qui se présentent à la société. Donc, je crois que, encore une fois, les solutions pour demain, il suffit de regarder ce qui se fait sur les territoires. Il suffit de regarder ce que les citoyens sont capables de faire. J'aime bien dire avec 3 bouts de chiffon, parce que les chiffonniers Emmaüs, c'est ça. On récupère des chiffons et on en fait autre chose. Et on le revalorise, et on invente, et on innove, on expérimente, et on se trompe, et on refait, et puis on crée autre chose, mais on est capable de créer de l'emploi, on est capable d'accueillir des personnes en difficulté. En fait, on voit que le système, effectivement, l'abbé Pierre a montré la voie. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est peut-être cette convergence, effectivement, qu'on peut voir. On parlait tout à l'heure de l'appel des solidarités. C'est symptomatique. Est-ce que la voie de demain, le fait qu'on va monter une marche, on va aller vers une marche supplémentaire, c'est ça, c'est cette convergence de différents niveaux, différents secteurs pour aller vers une mobilisation plus importante, notamment vis-à-vis des gens qui sont les moins concernés, qui se sentent les moins concernés? Oui, parce que ce qu'on a voulu faire avec l'appel des solidarités, qu'on a lancé au mois de mars, à l'initiative
je tiens à le dire, la fondation Nicolas Hulot à l'époque, et aujourd'hui la Fondation pour la Nature et l'Homme, pour la Nature et l'Homme, hein, donc là aussi ça montre bien le lien entre la question sociale et puis la question environnementale, et Emmaüs France, et qui a été rejoint dans un premier temps au moment du lancement au mois de mars, 80 associations, et aujourd'hui on est à 150 associations qui ont rejoint l'appel des solidarités, à la fois des associations, vous l'avez dit, dans le domaine de l'environnement, Greenpeace, les Colibris, etc., et puis des associations de solidarité, des associations de lutte contre les discriminations. Et l'idée, c'était justement de mettre en avant deux choses, je crois. C'est un, la capacité des citoyens à changer les choses, et on s'adressait aux citoyens. On s'inscrivait dans la campagne électorale, mais on s'adressait aux citoyens. L'idée, c'était à travers ce doigt levé, on veut se compter, parce que la solidarité, c'est certainement le premier parti de France. On est 14 millions de personnes qui sont engagées dans des associations, dans des mouvements divers, dans des actions de solidarité ou des actions environnementales. Et de montrer que, oui, il y a une convergence entre tous ces enjeux qui aujourd'hui se présentent à nous. Il y a une convergence des enjeux et puis, pour le coup, une convergence des réponses à apporter. L'appel des solidarités, c'est bien dans ce sens-là. C'est montrer que les citoyens ont le pouvoir et peuvent avoir le pouvoir par leurs actions sur les territoires. Merci. Alors la transition est parfaite pour Emmanuel Soulias. C'est comment est-ce que concrètement Enercop essaie de donner le pouvoir aux citoyens pour agir à la fois contre les inégalités, sur les souffrances et sur la solidarité, et évidemment sur le climat et la qualité de l'environnement. Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Donc c'est une entreprise qui évolue dans un marché concurrentiel qui est la fourniture de l'électricité, mais qui a une triple spécificité. D'abord, c'est une coopérative, donc et plus spécifiquement une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui rassemble dans le projet à la fois les producteurs, comme on les voit là maintenant, les clients, les salariés, les collectivités locales sur lesquelles on opère. Et l'idée, c'est que toutes ces parties prenantes du monde de l'énergie soient rassemblées autour d'un même projet, un même projet à lucrativité limitée, un même projet avec une gouvernance démocratique et un même projet avec une posture particulière sur les renouvelables. Deuxième spécificité, c'est du 100% renouvelable. Donc l'électricité qu'on propose à nos clients est issue à 100% de projets hydrauliques, éoliens, solaires et biomasse. Et troisième spécificité, c'est qu'aujourd'hui, Enercop, c'est un réseau de coopératives régionales. L'idée étant que sur un territoire donné, que ce soit la Bretagne ou Midi-Pyrénées, les producteurs, les consommateurs, les collectivités, l'ensemble des acteurs qui sont intéressés à la question énergétique puissent localement trouver des solutions pour développer des projets, pour consommer l'électricité qu'ils contribuent à faire émerger et puissent aussi avoir une gestion transparente et démocratique de leur coopérative. Aujourd'hui, il me semble que la question énergétique, c'est un bon vecteur pour répondre à la question de la convergence sociale, sociétale et environnementale. La question énergétique, elle est clairement un enjeu aujourd'hui environnemental, puisque on sait qu'on a un enjeu fort qui est de passer d'une production fossile et fissile, c'est-à-dire gaz, fuel, pétrole et nucléaire d'un côté, à une production 100% renouvelable. On va pas trop s'étendre sur le sujet. Deuxième élément, il y a un volet économique. Aujourd'hui, il y a une maturité des technologies renouvelables et il y a une ressource qui est abondamment et de manière presque illimitée répartie partout, qui est le soleil, le vent, l'eau, et qui propose un modèle économique plus intéressant que celui du pétrole ou celui du nucléaire. Et puis surtout, il y a un enjeu d'appropriation citoyenne. Et le pari d'Enercop, qui a été créé il y a 12 ans, qui a été créé à la fois par des acteurs de la sphère environnementale, je peux citer Greenpeace, les Amis de la Terre, Sortir du nucléaire, et puis des acteurs de la sphère plus sociale, parmi lesquels la NEF, Biocop, le Crédit Coopératif. L'idée, c'était ça, c'était de rassembler les citoyens autour de la question énergétique et de dire allumer un interrupteur, ça n'est pas anodin. Il faut produire, il faut distribuer cette énergie. La consommer, ça n'est pas anodin non plus. Il faut pouvoir mettre de la conscience dans sa consommation d'électricité et peut-être la moduler en fonction de besoins qui sont un peu réels. Et donc le pari d'Enercop, c'est à la fois par son statut coopératif et par l'ensemble des parties prenantes qui sont rassemblées, de dire la question énergétique, elle n'est pas uniquement environnementale, elle n'est pas uniquement économique, mais elle est aussi sociale et elle est aussi humaine. Aujourd'hui, Enercop, on est un tout petit acteur,
On a 50 000 clients aujourd'hui, 27 000 sociétaires, 27 000 personnes qui ont choisi de prendre une part au capital d'Enercop. Le capital d'Enercop aujourd'hui, c'est 12 millions d'euros qui est à 100% détenu par ces sociétaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la richesse du projet Enercop, elle est celle de tous ces sociétaires. Le capital est un et indivisible et la coopérative appartient à l'ensemble de ces sociétaires. Et le pari qu'on fait, en réalité, c'est de dire qu'il y a un autre moyen de concevoir la question énergétique aujourd'hui. Et si on reproduit les mêmes erreurs du passé, on se retrouvera dans les mêmes errances. Et pour être plus clair, il ne s'agit pas, pour répondre aux enjeux, de passer d'une énergie polluante à une énergie propre. Il s'agit aussi de réfléchir à la manière dont cette énergie est produite, la manière dont le système financier de distribution est analysé, la manière dont on conçoit la distribution du profit. Et je dis ça à dessein aussi parce qu'aujourd'hui, le système coopératif qu'essaye de mettre en place en France, Enercop, il est quasiment le seul. C'est très répandu en Allemagne, c'est plutôt répandu dans les pays nordiques, c'est assez répandu en Angleterre. Et si on reproduit les mêmes errances, on va se retrouver dans une situation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, où les 3 acteurs majeurs, peut-être les 4 acteurs majeurs du secteur de la fourniture d'électricité en France aujourd'hui, c'est Engie, EDF, Total, qui rentre sur le marché de manière très volontariste, et puis Direct Énergie, c'est-à-dire des grands groupes qui ont des visions plutôt capitalistiques, qui ont plutôt des visions de rentabilité du profit et qui saisissent la question renouvelable parce que le modèle économique est prêt et puis parce qu'il y a une certaine appétence de la société. Et du coup, notre projet, comme le projet d'autres personnes, c'est de dire on ne peut pas envisager la transition énergétique sans les citoyens. On ne peut pas envisager la transition énergétique sans parler de transition financière, sans parler de transition démocratique, sans parler de transition territoriale. Et c'est bien ça aujourd'hui le sujet qui nous rassemble autour d'Enercop. Alors la question du renouvelable, en fait, les gens qui sont chez vous, est-ce qu'ils sont chez vous pour des questions citoyennes, pour des questions d'ordre économique Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 67 millions de personnes chez Enercop? Parce que vous faites mal votre travail. Bonne question. Aujourd'hui, il y a 35 millions de compteurs, donc de consommateurs d'électricité en France. Donc au mieux, on sera à 35 millions. La plupart des gens qui viennent vers nous, c'est d'abord le projet renouvelable, bien évidemment. Et c'est ensuite le projet coopératif. C'est pas la question économique parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus cher que nos concurrents. On est plus cher que les tarifs réglementés de vente d'EDF et plus cher que la plupart de nos concurrents. Donc les gens qui nous rejoignent font le pari que le léger surcoût qu'ils payent sur leur facture chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque année, eh bien, il va contribuer à l'émergence des renouvelables, il va contribuer à un modèle différent dans lequel on n'est pas uniquement un consommateur, mais un consommateur. On peut être sociétaire, on est partie prenante de la coopérative, on est intéressé à son développement, on est intéressé à son enrichissement. On sait où on met nos euros. Et donc, je pense que c'est un élément qui est de plus en plus prégnant, c'est-à-dire que entre mettre 1 euro chez Enercop et 1 euro chez Total, par exemple, eh bien, le circuit d'allocation de cet euro n'est pas du tout le même. En mettant 1 euro chez Enercop, on finance les renouvelables, on finance les emplois et des emplois locaux, et puis c'est tout, on ne rémunère pas de capital. Est-ce qu'on ne trouve pas le problème avec Enercop qu'on trouve avec la question du bio, c'est-à-dire où les gens disent moi j'aimerais bien, mais je n'ai pas les moyens? Alors c'est un frein, certes, c'est un frein qui est temporaire, c'est-à-dire que aujourd'hui les tarifs d'Enercop sont légèrement plus élevés que ceux de ses concurrents, mais on est dans une conjoncture où le marché de l'énergie est très bas, il est anormalement bas d'ailleurs, il ne reflète pas du coup les vrais coûts qui sont liés à l'extraction, à la production, à la distribution de l'énergie, premier élément. Et deuxième élément, on est dans une situation de tension aujourd'hui sur le secteur de l'énergie qui laisse à penser quand même qu'un jour les prix vont monter. Et du coup, le mode d'organisation qu'on a fait, qui est d'avoir des contrats directs avec des producteurs qui sont sociétaires de la coopérative et de sécuriser des contrats d'approvisionnement à 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça nous garantit un coût d'approvisionnement et donc un prix de vente de l'énergie stable et indépendamment des fluctuations de marché. Donc aujourd'hui, le marché est bas. Donc tous nos concurrents qui achètent plutôt sur le marché en profitent. Le jour où le marché sont en hausse, et les marchés c'est un peu cyclique, c'est des yo-yo, et nous on subira pas ces fluctuations de marché. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Est-ce que vous pensez qu'effectivement aujourd'hui les Français sont prêts est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on peut aller vers la transition énergétique en étant un petit peu plus cher?
je vous en prie. Oui, moi j'ai deux questions. La première, c'est comment se fait-il que vous soyez si peu connu? Et la deuxième, c'est comment vous pourriez faire? Est-ce que vous auriez un approvisionnement suffisant pour fournir 35 millions de foyers? Monsieur me dit effectivement que ce serait bien que vous vous présentiez. Dominique Schnabele, je travaille à France Agrimaire. Merci. Je veux bien répondre à les questions. Elles sont un peu en dehors de notre débat, hein, donc je ne veux pas trop... mais Rapidement. rapidement, comment ça se fait qu'on soit peu connu? Mais parce qu'en fait, comme je l'ai dit, Enercop a 12 ans et on a vécu un peu un syndrome un peu classique des structures de l'économie sociale, soit à statut associatif, soit à statut coopératif, plutôt très militantes, qui considèrent que communiquer, c'est un peu vulgaire, et faire du commercial, c'est sale et c'est mauvais. Et du coup, on pâtit de ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de communiquer, et justement d'essayer de communiquer plutôt intelligemment, hein, pas faire des 4x3 dans le métro, mais essayer plutôt d'utiliser nos partenaires divers et variés, le bouche à oreille, et puis un portage un peu différent du projet Enercop. Mais du coup, on a très peu investi dans la communication et on s'est plutôt développé sur la base du bouche à oreille dans la sphère des militants, du premier cercle des militants. Et là, aujourd'hui, on se dit que ce projet, on n'a pas à rougir d'en parler, on n'a pas à rougir d'en faire profiter les autres. Et donc, on rentre dans cette dynamique de communication dans un secteur qui est assez encombré quand même. Donc, il faut juste qu'on trouve des messages qui soient un peu différents. Et justement, cette dynamique coopérative, cette dynamique décentralisée, il nous semble que c'est un bon message pour faire passer la question de la transition énergétique et du passage à l'acte. Et puis la deuxième question... Et comment faire pour alimenter 35 millions de foyers? J'ai oublié de préciser que je suis responsable de communication à France Agrimaire. Ah bah d'accord, très bien. Alors, vous pourrez me donner des conseils. Je peux vous aider. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui est encore atteignable, hein, c'est-à-dire que ça ne sera pas du jour au lendemain que 35 millions de personnes passeront à l'énergie renouvelable. Il y a deux rapports, hein, un rapport de l'ADEME et puis un rapport du groupe Négawatt, qui font tous les deux un peu les mêmes prévisions, qui disent qu'à 2050, c'est possible effectivement d'avoir une fourniture 100% renouvelable d'électricité en France. Mais ça veut dire plusieurs leviers, ça veut dire être beaucoup plus volontariste sur la fermeture progressive, je dis bien progressive, hein, de centrales nucléaires, ça veut dire être beaucoup plus volontariste dans l'investissement dans la R&D des énergies renouvelables, et notamment dans le stockage et dans la question des batteries. Ça veut dire par exemple aujourd'hui que plutôt que d'investir 15 milliards quasiment à fond perdu sur le nucléaire de deuxième génération, l'EPR, on pourrait flécher ces milliards sur une technologie d'avenir qui est celle des renouvelables. Ça veut dire aussi plus d'efficacité énergétique, et ça c'est un gros levier, puisque aujourd'hui l'énergie qu'on consomme, on la consomme parce qu'on est mal isolé ou que nos bâtiments ne sont pas aux normes. Mais ça veut dire aussi probablement un peu plus de sobriété, c'est-à-dire que dans nos usages, il ne s'agit pas de revenir à la bougie, hein, mais il s'agit juste de dire que on est habitué à éclairer, à chauffer, à climatiser un peu à tire-larigot, et donc voilà. Donc si on met ces trois dynamiques ensemble, énergie renouvelable, efficacité énergétique, sobriété, et qu'on rajoute le fait d'avoir une vraie politique volontariste, je dis de l'État, hein, parce que les investisseurs financiers, ça y est, ils y vont. Ils voient que le modèle est en train de bouger, donc ils y vont massivement. Mais il faudrait que l'État aussi, comme on l'a fait pour le programme électronucléaire dans les années 60, 70, 80, qu'on investisse significativement. Et là, on peut imaginer effectivement une courbe plutôt vertueuse à horizon 2050, 2060. Qui suppose, là encore, une prise de conscience citoyenne de toutes ces choses-là. Juste une question rapidement, madame, pour qu'on puisse poursuivre. Merci. Grand merci. Vous disiez que vous étiez un petit peu plus cher, donc ce serait bien de dire de combien. Vous travaillez à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Pardon, Anne Dubosc, agence de l'eau Seine-Normandie, responsable de la démarche RSE, responsabilité sociétale donc de l'agence. La première chose. Et la seconde chose, c'est que dans la mesure où vous êtes issu d'une philosophie de l'économie solidaire, c'est là où je vous interroge, à savoir, vous avez, je dirais, la possibilité de ne pas rentrer dans un modèle capitalistique, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ça veut dire aussi que je serais tentée de vous rappeler que la meilleure énergie est celle qui ne se consomme pas. Donc du côté de vos sociétaires, du côté de vos clientèles, est-ce que vous vous donnez la possibilité aussi de les sensibiliser au fait que produire durable c'est bien, mais que consommer moins c'est encore mieux? Merci. Je vais répondre rapidement. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est à la fois des particuliers, des collectivités, des entreprises, des PME et des grands groupes. Donc sur la partie collectivité, PME,
entreprises, on est dans un marché très concurrentiel, donc on négocie. Donc voilà, le surcoût, il est variable. Pour les particuliers, c'est très compliqué aussi parce que selon qu'on ait le chauffage électrique ou pas, selon qu'on ait un appartement, une maison, voilà. Mais en gros et en moyenne, pour un foyer de 4 personnes dans un appartement de 60-70 mètres carrés sans chauffage électrique, le surcoût mensuel, il est de 6 euros, c'est-à-dire le prix d'un kebab. Donc voilà, 6 euros par mois, ça fait 72 euros par an. C'est vrai que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est que 6 euros par mois aujourd'hui, je dis bien encore aujourd'hui. Voilà. Et puis sur la sensibilisation, oui, dans notre offre, il y a une fourniture d'électricité, mais il y a aussi une offre d'efficacité énergétique qu'on appelle Dr Watt. Et on incite fortement nos clients à réduire leur consommation, ce qui est un peu schizophrénique. Mais du coup, notre modèle nous le permet. On n'est pas obligé de faire des rentabilités de folie. Donc voilà, c'est bien un associé. Merci beaucoup. Madame. Je trouve... Merci de vous présenter. Marie Castillo, je travaille au secrétariat général du ministère, de ce ministère. Et je trouve que votre démarche s'insère plutôt bien dans la réflexion sur la gestion participative des communs, qui est portée notamment fortement par l'Agence française de développement. Et j'aimerais savoir donc quelles sont vos sources d'inspiration dans la création d'Enercop, en fait. C'est une question complexe, d'autant que moi, j'étais pas là à la création d'Enercop, mais comme je l'ai dit, il y a des mouvements antinucléaires, il y a des mouvements plutôt environnementalistes, que ce soit des associations, même des partis politiques, il y a des mouvements plutôt sociaux de solidarité, il y a des mouvements plutôt régionalistes. Voilà, donc est-ce que la question des communs, est-ce que la question a été abordée à la création d'Enercop? J'imagine que oui. Aujourd'hui, nous, on est engagés dans des réflexions avec des groupes sur les communs et en essayant de faire valoir que l'énergie, ou en tout cas ces sources d'énergie renouvelable, ce sont des communs. L'air, l'eau, le vent, ce sont des communs. Et donc, on est très vigilant, en tout cas, à faire en sorte de porter ce modèle un peu symbolique pour dire que ces questions-là ne doivent pas être préemptées par des activités économiques privées ou autres. J'ai rien contre les activités économiques privées, mais c'est juste qu'à partir du moment où on considère que c'est des communs, il faut que ça puisse être géré voilà, de manière sereine, transparente et équitable. Très bien, merci beaucoup. Alain Capmas, vous... en fait, vous dirigez, donc, vous êtes le président de la communauté, j'ai retenu, la communauté Emmaüs de Bougival. J'aimerais que vous nous expliquiez concrètement, avec des exemples précis de ce que vous vivez tous les jours. Moi, j'y vais régulièrement parce que j'habite tout près, donc on voit vraiment ce lieu qui est un lieu assez extraordinaire. J'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on fait au quotidien pour arriver à aller justement vers cette convergence dont on parlait, des questions écologiques, donc la lutte contre l'obsolescence programmée, la lutte contre le gaspillage, et puis la récupération, le lien social. Voilà. J'aimerais que vous nous expliquiez concrètement comment ça marche et comment ça peut marcher encore mieux, et en quoi vous êtes des pionniers de ce qu'on pourrait faire. La communauté de Bougival... Non, ça va. J'avais l'impression qu'il y avait un effet Larsen. La communauté de Bougival date de 1953, donc c'est une des 5 plus anciennes communautés. Ça a été créé dans une usine qui faisait du gaz, qui était désaffectée parce qu'elle avait été inondée 2 fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a été inondé 6 fois et on est toujours là. Ça permet de donner du travail à 120 compagnons, 30 salariés, 20 en insertion, le tout sans subvention. Je crois que c'est important parce que, en fait, si je compare les communautés d'aujourd'hui, Emmaüs, j'ai eu l'occasion de visiter de nombreuses communautés en Europe et en Afrique et en Amérique latine. Si on regarde dans ces pays-là, souvent les communautés sont plus riches que leur environnement. Bougival n'est pas plus riche que son environnement. Et qu'est-ce qui se passe dans les communautés qui sont plus riches que leur environnement? Vous parliez de changer la société, de changer les mentalités. En fait, ce sont des lieux de culture, de santé, de richesse en donnant du matériel, en vendant des médicaments, en ayant un dispensaire, en ayant des écoles d'enfants. On soutient un grand nombre d'écoles d'enfants dans un tas de pays qui n'ont pas les moyens de le faire.
Et je me dis, au fond, ces communautés, elles ressemblent un petit peu aux communautés du Moyen-Âge. Alors, à quel moment il y a eu la bascule et qu'il y a eu effectivement une éducation qui est arrivée en Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on voit la floraison de communautés religieuses à l'époque, d'universités, et puis, hop, tout d'un coup, il y a eu cette espèce d'éveil qui a donné ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Les communautés Emmaüs, une communauté comme Bougival, vous voyez, en 53, donc en 54, quand il y avait l'appel de l'abbé Pierre, il y avait déjà 9 compagnons et un camion, mais c'était une communauté qui était un petit peu fermée. Là, j'ai pas mis les amis. On peut passer à la suivante. Pour l'instant, je vais vous parler d'économie. On n'a pas de subvention, tout simplement parce qu'on collecte en 2016, ce sont les chiffres 2016, donc 3330 tonnes de produits sur une petite partie des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de Paris. On vend du recyclage, donc on sélectionne et on a vendu, vous voyez les tonnages de bois, de fer, de papier carton, de D3E. Il manque d'ailleurs le DEA, qui sont les déchets d'équipement d'ameublement, où aussi on a de l'ordre de 300 tonnes. Et on vend dans nos boutiques qui sont à Bougival et Nanterre ce que l'on récupère. On va passer suivant. Sur les 3300 tonnes, en fait, on met en déchetterie 780 tonnes. Ça veut dire qu'on est capable de revaloriser tout ce que l'on nous donne, tout ce que l'on récupère. On est capable de valoriser 77% de ce qui nous est donné. Avec ça, on a été capable de développer un chiffre d'affaires de 4 170 000 en vendant 3,4 millions de marchandises, en vendant pour le recyclage 227 000 euros et avec d'autres ressources diverses, mais qui sont plus mineures. C'est le suivant. En fait, quand on dit une communauté, c'est qu'on a du logement. On a 120 compagnons, mais si vous venez à Bougival, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, on ne voit pas ces logements. En général, on voit une salle de vente gigantesque, mais on loge 120 personnes qui, sinon, seraient à la rue. Sur ces 120 personnes, on est dans la moyenne des communautés françaises. On accueille à peu près de la moitié de sans-papiers. En nourriture, vous voyez, on a servi 62 000 repas. On fournit du travail, on fournit de la formation. J'ai simplement mis français, conduite, réparation, etc. On a 20 salariés en insertion. Et on travaille avec 14 salariés et 6 responsables donc sur les 3 sites que l'on a, la communauté de Bougival. J'ai mis 80 bénévoles. En fait, on est un petit peu plus nombreux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que se développe depuis quelques années, donc vous parliez de transformer, on voit de plus en plus, c'était le cas samedi dernier, on voit arriver des entreprises qui nous disent « Est-ce que je pourrais venir avec mes cadres, passer une journée chez vous ?» On voit évidemment arriver des tiges. Les tiges, travaux d'intérêt généraux, vous savez, si quelqu'un s'amuse à faire de la peinture idiote, on ne le met pas en prison, on lui dit pendant 15 jours, vous allez travailler pour une association. On est récipiendaire de tiges. On a aussi des gens qui sont en aménagement de peine. Et je crois que c'est important, c'est justement ce côté ouvert à tout vent de la communauté qui permet à tout un tas de gens de découvrir comment ça fonctionne et de découvrir l'ambiance. Je crois que c'est le plus important, il y a du travail. On peut travailler, il y a beaucoup de boulot. Vous avez vu les tonnages. Mais on découvre qu'on peut travailler avec des gens qu'on ne rencontrerait jamais. 35 nationalités. Je ne sais jamais combien exactement, mais c'est l'ordre de grandeur parce que ça change tout le temps, bien sûr. 35 nationalités, beaucoup ne parlent pas le français. Et du coup, je dirais, parce que je suis à côté de Yann et que j'aime bien Yann, mais on est un exemple fantastique de permaculture humaine. Le mélange nous donne une résilience extraordinaire. Vous voyez, il y a eu plusieurs entreprises qui ont coulé parce qu'elles étaient justement sur l'île et qu'elles ont pris une inondation. Nous, on a eu 6 inondations, on est toujours là. Vous voyez, cette résilience, elle est étonnante aussi quand il y a un incendie, parce qu'il arrive qu'il y ait des incendies dans des communautés. C'est étonnant. Moi, j'avais discuté avec les assurances en disant, et en cas d'incendie, est-ce que vous nous faites une garantie sur le chiffre d'affaires? Il dit, c'est pas la peine, parce que je sais très bien que si vous avez un incendie, le mois qui suit, vous êtes déjà capable de redévelopper la même activité économique. Imaginez une entreprise faire ça. C'est pour donner des notions sur la résilience. Et je crois que quand on vient, et je ne peux qu'inviter toutes les personnes à venir nous visiter, quand on voit comment ça fonctionne, on est toujours très, très surpris. Ça veut dire que sur le terrain, en fait, on se rend compte que ces convergences changent et marchent. Ça veut dire que vous avez des exemples de gens, de cas concrets. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de choses qui... Vous avez parlé du cas des inondations. Vous savez toujours qu'il y aura des tas de gens pour venir vous aider, qu'il y aura une solidarité qui va se créer.
Voilà, la solidarité, voilà, elle est là justement. Là, j'ai mis en gras économie et solidaire. Le nombre de personnes qui ont accueilli des réfugiés est assez impressionnant. Et dans les Yvelines, il y en a eu un certain nombre. Si je ne me trompe pas, l'évêque des Yvelines a demandé à chaque paroisse d'accueillir une famille. Donc on les accueillait. Et puis on se disait, mais comment je les meuble, hein, qu'est-ce que je fais derrière? Et alors on a fourni, je ne sais plus combien, de dépannage. Parce que, évidemment, tous ces groupes venaient nous voir en disant, est-ce que vous n'auriez pas par hasard un frigidaire, une machine à laver et tout ça. Et on est capable de fournir ça gratuitement dans la plupart des cas. Ce que vous voyez là, on a aussi envoyé 94 camions de 20 mètres cubes sur d'autres groupes Emmaüs, en général, qui étaient dans le besoin. Ça fait 25 ans qu'on aide un groupe dans le Nord, qui est dans des endroits perdus du Nord. Ça leur permet de vivre et de continuer leurs actions. On a aussi fait 12 camions et conteneurs à l'international. Mais ça, c'est une communauté. Comme l'a dit Thierry, on est 118. Alors tous ne font pas autant que Bougival, mais tous font quelque chose. Et on peut compter sur chacun. L'effort, vous voyez, de la solidarité, ça représentait en 2016, en argent, 215 000 euros qui ont été envoyés, qui ont financé des projets, qui ont aidé d'autres groupes Emmaüs à se développer. En matériel donné, c'est 500 000 euros. Ça donne une idée sur 4 millions de chiffres d'affaires, de voir ce qu'une communauté est capable de faire en termes d'action solidaire. L'année dernière, on va avoir notre commission solidarité la semaine prochaine, mardi prochain. La semaine dernière, en septembre, il y avait 58 personnes, essentiellement des compagnons, qui étaient intéressés par les actions solidaires que l'on pouvait faire. Où on pouvait aider, comment on pouvait aider un groupe qui avait besoin de construire un puits, un groupe qui a construit qui fait de l'agriculture. Donc on lui envoyait des outils, par exemple, pour faire de l'agriculture. On est en train d'aider un groupe en Ukraine à se développer. Les Ukrainiens ne pensaient pas qu'ils pouvaient faire pousser des légumes, par exemple. Tout d'un coup, ils ont découvert qu'on n'était pas obligé d'avoir un kolkhoz avec des machines à blé gigantesques pour faire quelque chose, qu'on pouvait faire des légumes. On est en train de faire ça. Donc on aide. On a un projet sur Piura. Piura, c'est au Pérou, dans le nord du Pérou, donc une zone très chaude. Ils ont 7 hectares de terre dont ils ne se servaient pas. Et on a donc trouvé un paysan bio en Franche-Comté qui est prêt à aller au Pérou pour les aider à développer une agriculture chez eux. Donc aider des Péruviens à faire de l'agriculture, c'est quand même un peu chaud, non? C'est étonnant parce que c'est quand même eux qui sont à la source de la biodiversité, je crois, en termes de légumes. Mais c'est comme ça, voilà. Et donc c'est par toute cette solidarité qui est extrêmement importante dans le mouvement, qui n'est pas que financière, mais qui est aussi par des échanges de savoir-faire. On a des visites, on se visite mutuellement en permanence pour se donner du savoir-faire et voir un peu comment on peut développer les choses. Sur l'économie circulaire, donc, par exemple, on envoie régulièrement des conteneurs. On a un compagnon qui était du Mali, qui a eu ses papiers, et quand il a eu ses papiers, il a dit, écoutez, ce modèle d'Emmaüs est tellement formidable, je voudrais monter un groupe à Bamako. Bah vas-y, c'était un gars de confiance. On lui a dit, on t'envoie un conteneur. On est allé voir, on a vu qu'il était en train de développer son activité, qu'il se débrouillait bien. Et il avait toute une bande de jeunes qui étaient très intéressés par l'électronique. Et maintenant, on envoie des ordinateurs et ils les réparent sur place et ils les revendent sur place. Et donc, ils sont maintenant 25. Ça fait 5 ans qu'ils ont démarré. C'est pour dire que dans cette question de promouvoir, alors c'est intéressant d'imaginer qu'on n'aide pas les gens en leur donnant du poisson, on les aidant à pêcher. Et c'est ce que nous faisons sans arrêt. Et avec la possibilité de se former mutuellement, il y a beaucoup de savoir-faire dans les communautés. Donc il y a des échanges de savoir-faire, il y a des développements d'activités économiques auxquels personne qui n'imaginait pas. Donc développer des activités agricoles, ça se fait de plus en plus. On a d'ailleurs, ensemble avec Espace, on est en train de présenter un projet pour réformer un stade de football à Bougival, et donc un projet de permaculture. C'est dire que les initiatives sont permanentes. Quand on a une résilience pareille, on peut s'amuser à avoir des échecs. On peut y aller. L'échec n'est pas grave, puisqu'on va se rattraper. Alors justement, vous disiez que finalement, quand on avait complètement changé de vie et changé de destin, la résilience était plus facile ou plus. Voilà, on l'a vu à Détroit aussi, comment ça s'est passé. À Détroit, face au drame, tout d'un coup, les gens se sont mis à découvrir la permaculture, l'agriculture, tout simplement parce qu'il fallait manger et qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Et alors, vous êtes un exemple assez intéressant parce qu'en fait, est-ce que le changement de vie, justement,
c'est un type de résilience. Vous étiez chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes toujours chef d'entreprise, Monsieur le Président. Non, oui, je suis Enfin, président. non, mais vous faites Oui. un travail de Oui. voilà, parce que c'est quand même une entreprise qui rapporte de l'argent en demeurant. Hein. Oui. Mais voilà, vous avez complètement changé. Est-ce que une des voies, justement, ça serait ça, une des voies de résilience, ça serait ça, changer de vie? On entend tellement parler de changement de vie aujourd'hui, de gens qui veulent aller vers de nouvelles valeurs, vers de la solidarité, vers des travaux utiles, en arrêter avec les bullshit jobs, en arrêter de faire des métiers qui créent de la consommation et du gaspillage pour rien. Alors, en fait, je n'ai pas changé de vie. Ces valeurs que je vis très intensément dans Emmaüs, je les vivais déjà dans mon entreprise et ça se savait. Je suis rentré dans le mouvement Emmaüs comme bénévole il y a 26 ans. À l'époque, j'étais en pleine activité et ça ne dérangeait absolument pas l'entreprise dans laquelle je travaillais. Quel était votre métier? Enfin, dans quel type d'entreprise vous travailliez auparavant? J'étais dans un grand groupe cimentier. Très écolo. Et il y a effectivement, pendant les 15 dernières années, j'étais donc directeur général de l'association de l'ensemble des cimentiers. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé président du comité changement climatique du MEDEF, puis au Grenelle de l'environnement, etc. Et puis au niveau européen aussi, avec des responsabilités. Mais je crois que quand j'ai été administrateur d'Emmaüs France dans les années 2000, et on m'a envoyé beaucoup de jeunes qui avaient des formations extraordinaires et qui m'avaient dit « je ne veux pas rentrer dans l'entreprise parce que c'est pas dans mes valeurs ». Et en fait, ma réponse, elle est toujours, enfin, je pense qu'elle est toujours valable. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Je pense que si tous les gens qui veulent vivre leurs valeurs fuient l'entreprise, on est mal parti parce que les entreprises, ça va être Carnassier et compagnie. Le fait d'exprimer des valeurs dans son entreprise peut éventuellement ralentir la carrière, bon, un peu. Mais en fait, c'est assez étonnant parce qu'on amène du respect et on oblige aussi à un certain type d'action. Quand il s'agit de licencier quelqu'un, quand il s'agit d'aider quelqu'un à changer d'activité parce qu'il n'est pas dans son poste au bon endroit, quand il s'agit de créer des emplois, quel type d'emploi on crée, quand il s'agit d'accueillir des stagiaires, quel stagiaire accueille-t-on? Est-ce qu'on accueille le stagiaire OGM, c'est-à-dire celui qui a exactement la formation de tous les gens dans l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, on va chercher le stagiaire un peu bizarre dont personne ne veut? C'est important. Et c'est de l'entreprise qu'on peut faire ça. C'est pas à l'extérieur. Ensuite, effectivement, dans l'entreprise, on peut trouver qu'il y a des... C'est vrai que quand je suis arrivé à Emmaüs, je prenais 100 fois l'avion par an. C'était un peu pénible, vous pouvez imaginer. J'avais toutes les cartes, fréquence plus, machin, Gold, Preferred Guest, de Hilton, de Sheraton, machin. Je parcourais le monde et puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me manque là. Et je suis arrivé à Bougival, j'ai vu une bande de farfelus, là, vous voyez les photos, un bazar pas possible. Je me suis dit, mais ce truc-là, comment ça marche? C'est pas possible. Une entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. La réponse, c'est si, on peut fonctionner comme ça, avec un chaos apparent, avec des gens qui sont totalement différents. On a des résultats qui sont très, très étonnants. Donc, j'ai pas eu de changement. Et toutes les personnes qui ont des valeurs, qui se disent, mais non d'un chien, il faut faire quelque chose, eh bien, qu'ils le fassent localement. La consommation alimentaire, la consommation que l'on a. Moi, je trouve que la crise, elle a ce mérite que l'on voit, nous, de personnes qui consomment plus intelligent. On n'est plus en train de changer en permanence sa télé, son ordi, son téléphone. Enfin, ça continue, évidemment. Il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'ils vont être heureux parce qu'ils ont un nouveau matériel. Mais on voit quand même beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui sont dans je dirais, alors on parle de slow food, on parle aussi de slow fashion. Venir s'habiller chez nous, c'est aussi une façon de dire je suis capable d'être moi-même original, de trouver l'article unique, ancien peut-être décalé, mais unique et qui va me distinguer. Et je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir acheter des meubles qui sont particulièrement élégants, et ce sont des meubles qui ont eu une vie, qui ont eu une deuxième vie et qui vont avoir peut-être une troisième vie. On peut, je dirais, fonctionner d'une façon totalement différente en consommant peu. Et c'est assez amusant de voir que dans la communauté, si vous venez, vous risquez de tomber, si jamais vous tombez sur ma femme, elle risque de vous dire, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin de ce que vous êtes en train de vouloir acheter? Vous voyez, c'est rare que les vendeurs vous disent ça. Et ça marche.
ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre façon de fonctionner. Vous parliez de permaculture humaine tout à l'heure. En Oui. fait, le thème de la permaculture, qui est aussi le thème de l'économie circulaire, c'est le problème, c'est la solution. Le problème des inégalités, le problème des migrations, le problème du gaspillage, c'est aussi la solution. La vraie difficulté que je vois, c'est d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il est très personnel. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus bien commun. J'ai parlé du bien commun tout à l'heure, mais je crois que c'est important aussi de se dire, mais finalement, quand je prends ma voiture, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quand je vais acheter quelque chose d'autre, est-ce que j'en ai vraiment besoin? De réfléchir à ça et de se dire aussi, est-ce que quelqu'un d'autre en a besoin? Est-ce que je peux aider l'autre personne? Est-ce que je peux lui donner des éléments? La permaculture, c'est un petit peu différent, et c'est ce qu'on vit dans les communautés, c'est qu'il y a une telle différence sociale, culturelle, linguistique, d'âge. On a tous les âges. Hein. On a des quasi-adolescents, on a des jeunes qui nous sont confiés, qui ont 17 ans, qui viennent travailler à la journée. Et puis, on a notre senior, il a 86 ans. Et tout ce monde-là vit ensemble. On ne sait plus très bien vivre ensemble comme ça. Et avec, évidemment, les religions différentes, au-delà des cultures. Et c'est important. On a eu des débats extrêmement intéressants sur le terrorisme, par exemple, en interne. Ça, c'est la permaculture. C'est l'enrichissement de la différence qui est... Alors, ça défrise un peu. Hein. Il ne faut pas non plus croire que c'est facile. Hein. On est beaucoup plus confortable quand on est un OGM, un grand blé à côté des blés avec la même taille de tous. On regarde l'autre, on se dit qu'il a 1 millimètre de plus et on est un peu jaloux. Là, c'est pas du tout ça. Il y a une carotte avec un chou, là. Donc, on peut plus se comparer quelque part. Mais on s'enrichit mutuellement d'une façon extraordinaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques là, en sachant qu'on reviendra de toute façon après, en fin de débat là-dessus? Oui, madame. Vous êtes toujours Anne Dubosc, vous êtes toujours à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Ouais. Et moi, c'est une grande question que je me pose parce qu'effectivement, je suis admirative du modèle Emmaüs. Mais à côté de ça, je m'interroge sur ce modèle d'économie de la précarité. Voilà. Et je voulais savoir si effectivement, votre sein, à tous deux, vous avez une réflexion là-dessus, sur les limites de ce modèle de la précarité, de l'économie de la précarité. On est dans une économie de la survie, de la précarité, si on est dans le souci de pouvoir développer quelque chose qui impacte et qui imprègne l'ensemble de la société, pour le coup, voilà, comment faciliter la perméabilité entre les... Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai une proposition à vous faire, si vous voulez. C'est qu'effectivement, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est dans des cercles un peu militants, un peu motivés, etc. Et c'est une des questions majeures, c'est comment faire en sorte que on puisse passer de ça au mainstream, c'est-à-dire que ces principes, ces idées puissent infuser dans toute la société et au niveau du grand public. Ce que je vous propose, c'est que on voit avec Yann le travail d'espace et qu'ensuite on aborde cette question tous ensemble, où chacun prend librement la parole. Il y a de la censure, attention, il y a de la censure. Non, parce que je pense que ça sera vraiment la question majeure qu'on pourra se poser après, une fois que Yann aura fini d'intervenir. On aura encore en gros une demi-heure. Je pense qu'on peut se poser ce mini-atelier, entre guillemets, ensemble, collectivement, pour essayer de se poser ces questions, d'apporter chacun ses solutions. Si ça vous convient, je vous propose qu'on fonctionne comme ça. Alors, Yann Fradin, donc, si vous avez la gentillesse de nous expliquer un petit peu donc, comment fonctionne Espace. Et là encore, c'est un modèle de résilience extrêmement important de voir que vous travaillez pareil comme Alain Capmas, avec des migrants, vous accueillez des gens qui sont en souffrance, vous voyez au jour le jour les inégalités, vous faites travailler des gens ensemble, vous mélangez justement les milieux, vous faites de la mixité sociale à travers le jardin. Et j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi ce modèle fonctionne, en quoi économie et solidarité, chez vous et autour du jardin, ça a plus de sens que jamais, et peut-être plus que n'importe où ailleurs, parce que ça parle à tous et à tout le monde.
Oui, alors bon, il y a quelques photos, elles sont pas dans l'ordre, donc elles peuvent tourner, ça vous donnera un peu quelques idées de ce qu'on peut faire. Donc Espace, Espace a 23 ans d'existence et aujourd'hui c'est pour être dans les grands chiffres, 600 adhérents, 200 salariés, dont 150 en insertion. Une association, donc Espace Chantier d'insertion, et puis une filiale Nature Espace Entreprise d'insertion, avec une dizaine de salariés. Et en termes de budget, un budget d'environ 6 millions d'euros par an. La différence, la grosse différence qu'il y a avec le modèle par exemple, des communautés, c'est que nous, l'essentiel de notre budget est sous forme de subventions. Alors quand on dit subvention, en France, on a l'habitude de penser que c'est une aide magnanime des pouvoirs publics. Alors déjà, il faut se bagarrer pour les avoir, vous imaginez bien. Mais deuxième chose, et l'Agence de l'eau, qui est un de nos gros financeurs, le sait bien, c'est que c'est en contrepartie d'actions très concrètes et très pratiques. Sauf que la grosse différence qu'il y a par rapport à l'économie classique, c'est qu'au lieu de respecter un cahier des charges dans le cadre de l'économie, donc les entreprises qui vont vendre des prestations, et donc c'est le client qui choisit quelque part, et en tout cas le plus souvent possible, et l'entreprise fournit un service. Nous, on est dans une action de fabriquer du bien commun, un peu comme le font les collectivités, et donc on invente des activités et on va tendre la sébille en fonction des lignes budgétaires des uns et des autres pour essayer de contribuer à la réalisation du bien public. Donc, par exemple, si on prend l'agence de l'eau, on va concevoir ce matin, j'étais avec la SNCF sur une gare du Grand Paris, et donc de réfléchir en se disant comment est-ce qu'on pourrait imaginer que la gare du Grand Paris, en l'occurrence, elle imperméabilise pas plus les sols que ça, qu'elle n'interrompt pas fortement avec un gros pâté de béton le corridor écologique. Donc constitue les talus ferroviaires. Et donc voilà le type de choses. Et là-dessus, nous, on va proposer d'y réfléchir déjà, d'y réfléchir avec les habitants, et puis ensuite de réaliser un certain nombre de travaux avec des personnes effectivement très éloignées de l'emploi. Alors moi, je suis pas sûr que les personnes, je dirais, qui sont éloignées de l'emploi, soient complètement cassées. Alors elles ont des très grandes difficultés pour un certain nombre d'entre elles, d'abord financières essentiellement, je veux dire, et de projets de vie. Mais je veux dire, on est un peu tous dans le même bateau. Moi, je dirais, quand je reçois un salarié en insertion, je le remercie de venir. Je veux dire, c'est lui qui va faire les travaux dont on parle. C'est lui qui va aussi m'aider et nous aider collectivement, adhérents, salariés, collectivement, à inventer le monde de demain. Et donc, on est dans un même bateau. Tout à l'heure, là, et encore demain, si vous êtes par là, ils vendent des légumes bio qu'on cultive sur le toit d'Aubervilliers, sur le Paris de la Défense. C'est eux qui vont apporter quelque chose et qui apportent ça et qui l'apportent de façon je veux dire, voilà, ils sont heureux d'apporter ça et quelque part comme je disais tout à l'heure, ils se posent pas trop de questions sur ils sont enthousiastes quoi. Et donc l'enthousiasme, c'est ce dont on a besoin pour changer le monde. Et de ce point de vue-là, la nature, elle est enthousiasmante. La nature, c'est d'abord le monde du vivant. On en fait partie du monde du vivant. Et quand on se lève le matin, la nature aussi, elle se lève. Elle a vécu la nuit. Il y a eu un ouragan, il y a eu de la pluie, il a fait très chaud, il a fait très froid. Et donc, que ce soit les plantes ou les animaux, on travaille avec des chevaux de trait, comme on l'a vu, avec des moutons, avec et différents autres animaux. On s'occupe des pigeons en ville ou autres. Et donc, les animaux, ils ont aussi bien dormi, ils ont des soucis, ils ont des galères comme nous. Et donc tout ça, on se retrouve le matin et du coup, je dirais, c'est entraînant quoi. C'est entraînant de voir que pendant la nuit, il y a une fleur qui a éclose ou qui a fané ou qui se fait bouffer ou qui a changé. Et donc la nature, elle est entraînante. Et donc elle est entraînante à un rythme qui est intéressant parce que c'est un rythme immuable. C'est le rythme des saisons. Et c'est à la fois un rythme rapide. Les saisons, ça revient vite. Là, en ce moment, on a l'hiver qui arrive. Le froid, là, ça arrive vite. On a déjà à peine connu l'été. Voilà. Et en même temps, c'est un rythme, que ce soit le rythme des jours ou le rythme des saisons, c'est un rythme qui est suffisamment lent, qui est millénaire pour nous autres êtres humains et qui nous accompagne. Et donc, on est effectivement dans cette permaculture. Vous avez cette photo d'un jardin partagé à Beaugrenelle, qu'on a imaginé avec André Lajoux, qui est aujourd'hui secrétaire général d'Espace. Et donc voilà, on travaille là-dessus. Et sur la question du lien social, les jardins partagés sont particulièrement intéressants
Parce que j'ai fait le petit exercice, Olivier, quand on préparait la réunion, me disait, mais par rapport aux jardins familiaux, qu'est-ce que c'est fait, les jardins familiaux, aux jardins ouvriers d'autrefois? Ben, je regardais qu'en fait, c'est 3 inversions. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le jardin partagé, c'est pas la culture vivrière qui prime, même si c'est important, c'est le lien social. Or, dans le jardin ouvrier d'autrefois, c'était autre chose. C'était d'abord la culture vivrière et c'était pour, au contraire, c'est l'autre inversion, c'était pour éloigner les ouvriers des bars où ils faisaient de la politique, où ils se saoulaient. Donc il fallait mieux qu'ils cultivent leur jardin en famille. Et donc il fallait plutôt les éloigner du social là-dessus, de ce point de vue-là, tout en faisant des choses tout à fait louables et intelligentes, de s'autosuffire. Et puis l'autre côté, dans le jardin familial, c'était l'objectif, c'était que le paysan, il reparte pas, qui était en général un immigrant de l'époque, hein, c'est-à-dire il venait de la campagne, et donc il fallait pas qu'il reparte à la campagne, donc c'était bien de lui donner son petit lopin de terre pour qu'il retrouve ses racines, ça le rappelait les grands-parents, les parents, etc. Et ça lui permettait de se souvenir, sans ça il repartait en disant non, moi si le patron il m'embête à l'usine, je retourne, je cultive mes patates à la campagne, et je veux dire, on m'emmerdera pas comme ça. Et aujourd'hui, on est un peu dans, alors à la fois on est dans la nature, comme dans le jardin familial, mais aujourd'hui c'est plutôt l'objectif est plutôt de rester en ville. Et donc de pouvoir rester en ville avec cette nature. Et à l'époque, c'était pouvoir rester en ville avec cette occupation sociale. Aujourd'hui, c'est de pouvoir rester en ville avec cette nature si on ne veut pas que les gens repartent là, à la campagne ou ailleurs, parce que c'est insupportable, c'est pollué, c'est stressant la ville. Et donc retrouver une certaine résilience et un certain vivre ensemble. Et juste dire, mais que ce soit Jacques Macré avec qui on imagine qu'on a créé des jardins partagés à tous les coins de rue à Courbevoie, où Valérie Tsimba, qui est responsable bénévole d'un jardin partagé à Espace à Courbevoie, c'est aussi le réapprentissage de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le village. Autrefois, ça bouge dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas le cas si c'est à Courbevoie ou ailleurs. Moi, j'habite Sèvres. Sèvres, j'avais été estomaqué quand j'avais découvert que 50% des habitants restent moins de 10 ans dans une ville. Et 25% des autres restent à peu près une vie. Et puis, il y en a qui restent une vie de travail, 30-40 ans. Donc, ça veut dire qu'en permanence, il faut réapprendre à vivre ensemble. Il faut réapprendre les codes, parce que voilà, les codes, chaque lieu, le vivre ensemble, ça nécessite des codes. Et les jardins partagés, c'est ce lieu où on peut réapprendre à travailler, à vivre, à produire de l'activité ensemble, à produire du sens pour pouvoir... alors, à la fois, il y a quand même cette dimension vivrière, et ça qui est vraiment importante, parce que voilà, quelques tomates, quelques herbes aromatiques de plus, et ça à l'échelle XXL, hein, une ville comme Lisbonne a décidé de passer 75% de ses espaces verts en agriculture urbaine, hein, de tout basculer en disant ça sert à rien de passer les tondeuses et les machins, c'est quoi c'est infernal. Si je dois dépenser de l'argent, c'est plutôt pour l'éducation et les transports. Et par contre, tous les habitants qui en plus pour beaucoup sont au chômage, ou cherchent de l'activité, autant cultiver sur place. Et peut-être juste pour terminer, un exemple qu'on travaille pour faire le lien un peu sur écologie et solidarité. On a inventé quelque chose aux grands voisins, qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître, d'assez rigolo, et je pense que ça nous donne une indication pour les années à venir. C'est que donc quand l'association Aurore a pris ce site en charge, il fallait entretenir les espaces verts et imaginer. Donc avec Aurore, comme on se connaît bien, on a imaginé quelque chose avec donc espace et nature espace, et on s'est dit on va quand même pas faire venir des personnes venir entretenir les espaces verts là, gérer, entretenir, faire l'agriculture urbaine de l'extérieur, alors qu'on a des foyers de travailleurs migrants ou des foyers d'urgence avec des centaines de personnes, des dizaines de personnes qui sont là et qui ne demandent qu'à faire. Et donc, du coup, on a dit, nous, on ne va pas amener les ouvriers, on va amener un encadrant pour aider à organiser tout ça. Et ensuite, on a travaillé sur le contenu du travail. Donc, il y avait un peu 2 parties dans ce travail. Il y avait le travail, je dirais, d'entretien, de nettoyage, de taille de la végétation. Là, on s'est dit, c'est un travail qui doit être rémunéré, puisque normalement, c'est une prestation pour l'ensemble des habitants.
Donc ce travail, il va être organisé et donc il est rémunéré dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Premières Heures. Donc c'est quelques heures de travail pour les personnes migrantes via une association intermédiaire qui a été inventée par la ville de Paris et qu'on essaye d'essaimer un peu dans d'autres endroits en Île-de-France et en France. Et puis pour l'agriculture urbaine, là on est plus entre guillemets dans du ludique, dans l'occupation, comme les jardins partagés, quoi. C'est un moment agréable où on va cultiver. Et là, donc, on va toujours faire de l'encadrement, mais là, ça ne sera pas rémunéré. Ce sera plus un moyen de se socialiser, de faire des choses ensemble. Et moi, un peu ce que je me suis dit, c'est que là, avec donc des personnes en très grande précarité, avec dans un lieu improbable que sont les grands voisins, quelque part, on invente ce qui devrait être fait dans chaque copropriété, dans chaque immeuble, dans chaque résidence HLM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la caricature aujourd'hui, c'est quand on va entretenir une résidence HLM, on arrive avec nos tondeuses, etc. Et on fait payer, parce que ça c'est payé par les locataires ou les copropriétaires, à des gens qui au besoin n'ont pas d'argent et qui sont au-dessus à regarder ce qu'on fait. On est quand même dans un monde à l'envers, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on voudrait faire un truc de Shadok, ça ferait une BD dans quelques années, on dira ça sera la BD Shadok de base. Donc voilà, donc on est en train d'inventer. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est avec justement les personnes les plus précarisées que ça nous oblige d'inventer, d'être plus intelligent et plus humain, quoi. Ça pousse aussi à la mixité sociale, les jardins partagés. Est-ce qu'il y a effectivement de la mixité sociale ou finalement, quand c'est un jardin partagé dans un quartier HLM, on se mélange pas Alors ça, c'est tout un enjeu. Alors si ça se mélange, bon, faut être très clair. Hein, alors il y a deux types de jardins. Il y a déjà les jardins qui sont sur l'espace public. Donc c'est par exemple ceux qu'on a à Courbevoie, à Meudon ou ailleurs. Donc du coup, là, c'est ouvert à tous les habitants. Et puis il y a les jardins qui sont dans des résidences HLM notamment, où là, qui sont en général plutôt réservés aux habitants. Donc effectivement, la mixité sociale est un peu moins forte. Cela dit, dans les ensembles HLM, déjà, il y a tout type de HLM. Et puis, on arrive très souvent, mais là, c'est vraiment facteur de l'endroit où est positionné le jardin. Je pense qu'on a un jardin à Suresnes qui est au coin d'une zone pavillonnaire et de logements sociaux. Et donc, on a pris la décision avec l'office HLM de l'ouvrir à tous les habitants du quartier. Et donc, on a aussi bien des habitants des logements sociaux que des habitants du quartier propriétaires. Donc c'est vraiment très variable. Faut être très clair que c'est un enjeu de créer cette mixité sociale, et de ce point de vue-là, Espace, ce qu'on apporte, c'est d'avoir à la fois d'être une structure d'insertion et d'être une structure d'accueil de jardins partagés, donc pour tout type d'adhérents. Et donc là, il y a une mixité sociale qui se fait très fortement, puisque c'est les salariés en insertion qui co-participent à la mise en œuvre du jardin. Et de temps en temps, il y en a qui migrent d'un côté ou de l'autre. Très bien, merci beaucoup. Alors pour compléter votre propos, j'aimerais demander à Valérie Tsimba, qui est ici, que je connais parce qu'on a fait il y a 15 jours un stage de permaculture ensemble en Touraine. Et Valérie s'occupe d'une association, notamment d'une association sur les semences. Et elle travaille justement à Courbevoie sur des jardins partagés et ailleurs. Et j'aimerais, Valérie, qu'en 3 minutes, si vous voulez bien nous montrer en quoi la question des semences sert à, effectivement, et un lien de solidarité et de fraternité, de mixité sociale, etc. Concrètement, comment ça se passe pour vous? Donc, bonjour, je suis Valérie, donc je suis bénévole chez Espace et je suis coordinatrice d'un jardin partagé à Courbevoie. En fait, la question des semences est arrivée via le jardin partagé. Au départ, tout le monde n'était pas forcément sensibilisé sur les notions d'hybride et de semences paysannes. Et ça, c'est quelque chose de très important que le jardin a pu apporter en fait aux adhérents. Donc, une forme de prise de conscience et de nécessité de préserver un patrimoine, notre patrimoine, simplement, et de préserver donc les semences paysannes. Aujourd'hui, je suis aussi adhérente et bénévole d'une association qui s'appelle Graines de Troc, qui est une plateforme d'échange de graines en ligne qui incite donc les particuliers à préserver la biodiversité cultivée et donc à échanger les semences. Et par ailleurs, je suis aussi
bénévole au sein d'un mouvement qui s'appelle Graines de Vie, fondé par Philippe Desbrosses, qui forme des particuliers et des associations à la reproduction et conservation des semences, de manière à ce que les citoyens puissent s'emparer de cette question et transmettre en fait le savoir pour que chacun puisse, à sa petite échelle, ça peut être sur un balcon, dans un petit bac, puisse faire ce travail de reproduction de semences et de préservation de la biodiversité cultivée. Et effectivement, il y a une notion de solidarité, solidarité entre les individus, puisque c'est notre patrimoine alimentaire, mais solidarité aussi envers les générations à venir, si aujourd'hui on fait l'effort de préserver la biodiversité cultivée, et donc les plantes comestibles. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Donc ce que je propose maintenant, c'est que on en vienne à discuter tous ensemble de manière un peu ouverte sur cette question qui a été soulevée par Anne Dubosc, à savoir effectivement qu'on voit bien que dans tous les milieux que vous évoquez, messieurs, puisqu'il n'y a pas de dames, on n'est pas très... on n'est pas très biodiversité de ce côté-là. Oui, ce que j'aimerais bien, c'est que on essaie de réfléchir ensemble à la manière dont ce type de questionnement puisse sortir du cercle militant pour arriver au grand public. Donc, tout le monde ici est invité à prendre la parole sur cette thématique, sauf si vous avez d'autres questions qui vous semblent importantes, qui n'ont pas été abordées, et que chacun dise, voilà, comment est-ce qu'il pense qu'on peut franchir cette marche pour aller vers le grand public. On a les idées, on a les solutions, il y a un mouvement qui est là. Comment l'amplifier, comment aller plus loin et sortir du simple cercle militant. Anne Dubosc, vous avez une idée derrière la tête quand vous posiez ces questions ? Pas du tout. En revanche, il y a peut-être un paradoxe quand même. Monsieur Fradin l'a dit, l'agence de l'eau Seine-Normandie est très impliquée dans les emplois aidés. Chaque année, nous finançons pour plus d'1 million d'euros 1500 emplois aidés qui interviennent dans le génie écologique, la restauration des milieux naturels, etc. Et là, je faisais un point, avant de venir tout à l'heure, je faisais un point avec la personne en charge des emplois aidés sur la région Île-de-France, qui me disait que quand elle va faire son bilan là, à la fin de l'année, on va plutôt avoir, plutôt qu'1 million d'euros, ça va être 500 000 euros. Et puis, plutôt que 1500 emplois aidés en 2017, on va atteindre péniblement 700 emplois aidés. La première raison importante est le fait que l'État et les collectivités locales se désengagent à vitesse grand V du soutien de ces emplois aidés, et l'agence ne finançant que les emplois aidés par l'État, eh bien, de facto, nous soutenons de moins en moins d'emplois aidés. Donc c'est vrai que là, on peut s'interroger à voir comment est-ce qu'on peut soutenir un mouvement qui est un mouvement vertueux, qui est un mouvement qui va dans le bon sens, alors que, voilà, donc... Quelqu'un a des idées ou des suggestions allant dans ce sens? Et Thierry Kuhn, si vous aviez... je lève la censure. Je peux donc répondre à la question. Est-ce que c'est une économie de la précarité? Et puis, non, c'est bien de faire le lien avec, en particulier, la question des emplois aidés. Juste une petite histoire par rapport à ça. Emploi aidé, ça a été évidemment, et ça va continuer à être un des sujets importants après, effectivement, cette baisse drastique, et en particulier à l'horizon 2018, du nombre d'emplois aidés, en particulier pour les associations, mais pas seulement, pour les collectivités territoriales, etc., qui sont entre parenthèses quand même très souvent les moins efficaces, si on peut le mesurer en termes de retour à l'emploi. Et voilà, un gouvernement qui nous a dit, avec quand même une brutalité assez importante, qui est de dire les emplois aidés, ça coûte cher et c'est peu efficace en termes de retour à l'emploi, donc on va les baisser, mais on va travailler, vous inquiétez pas, on va travailler sur la formation professionnelle, etc. Ce qu'on attend d'ailleurs depuis longtemps, et puis on va s'y inscrire. On a reçu dans un groupe Emmaüs,
dans un comité d'amis le Premier ministre. Pour ceux qui ont regardé l'émission politique la semaine dernière, peut-être déjà il y a 2 semaines, on a reçu le Premier ministre dans un groupe Emmaüs et qui a échangé avec des personnes en contrat aidé dans ce comité d'amis. Encore un autre type de structure Emmaüs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et chacun a raconté son parcours. Chacune, parce que là pour le coup c'était des femmes principalement, chacune a raconté son parcours. Par exemple, une responsable de boutique, la responsable de boutique Emmaüs, en CDI, mais qui a commencé à Emmaüs avec un contrat aidé. Une autre personne qui devait d'ailleurs être embauchée à Espace après avoir fait un passage dans ce comité d'amis Emmaüs, mais pour le coup avec des incertitudes sur la suite. Chaque fois, Édouard Philippe leur a dit « Oui, mais vous avez un parcours atypique. Oui, mais vous avez un parcours atypique. » Et puis chaque fois, chacune qui montre aussi le succès aussi de ce contrat aidé parce qu'il y a eu de l'accompagnement, justement parce qu'il y a eu de l'accompagnement, parce qu'il y a eu de la formation. Eh bien oui, chaque parcours est atypique. Et chaque parcours, chaque personne a droit à sa réponse particulière. Et ça me permet peut-être d'aborder peut-être un début de réponse à cette question de est-ce que c'est une économie de la précarité? Emmaüs, on a vu déjà 2 exemples. Il n'y a pas 2 groupes Emmaüs qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 communautés qui se ressemblent. Ce qui est extraordinaire dans ce mouvement, c'est qu'on a essayé de créer des dispositifs chaque fois particuliers pour des situations particulières et d'essayer de trouver des réponses précises et particulières à chaque situation. Donc oui, on utilise un certain nombre de contrats aidés dans certains groupes. Dans une communauté, on est loin des contrats aidés, c'est pour le coup le statut compagnon, statut OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Et on peut rester 2 jours, comme on peut rester... Alain citait la personne qui a 86 ans, qui est retraitée dans la communauté. Je ne sais pas combien de temps il est là, mais voilà, on peut rester 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une communauté. On a créé d'autres dispositifs, les structures d'insertion. Je cite le relais, vous connaissez certainement le relais qui collecte et revalorise du textile et qui va jusqu'à fabriquer de l'isolant thermique à partir de textiles recyclés. Si vous connaissez le Métis, peut-être c'était une grosse structure d'insertion, une entreprise d'insertion sous statut SCOP d'ailleurs dans le mouvement Emmaüs. C'est plus de 2000 emplois, qui pérennise ces emplois autour de 60%. 60% des personnes qui travaillent au relais sont des personnes qui étaient en contrat d'insertion et qui ont été pérennisées dans cette structure Emmaüs. Donc, Yann citait le dispositif Premières Heures, qui là aussi permet à des personnes très très éloignées de l'emploi de faire quelques heures, ensuite de pouvoir être embauché en contrat d'insertion et de pouvoir continuer son parcours ensuite dans une entreprise classique ou ailleurs. La question de la précarité, est-ce qu'on est une économie de la précarité? Non, je dirais que bien au contraire, on est une économie qui s'adapte et on est des structures qui s'adaptent à chaque personne, au rythme des personnes. On participe aussi à l'expérimentation territoire zéro chômeur, où là justement, le zéro chômeur longue durée, là où justement l'objectif c'est de créer des CDI pour des personnes en situation d'exclusion. Je crois qu'au contraire, on essaye de varier les dispositifs pour trouver des réponses pour chacun, là où il est, au moment où il est en difficulté. Alain Katmas, vous qui avez été chef d'entreprise, est-ce que le fait de pouvoir essaimer et de parler à tous, est-ce que c'est peut-être aussi se passer des subventions et de dire que finalement on sera crédible le jour où on n'aura plus besoin de contrat aidé? Je sais que je me fais un peu l'avocat du diable. Ce qui est sûr, c'est que le modèle communautaire est indépendant et que c'est assez agréable de pouvoir avoir le préfet droit dans les yeux et de lui dire ici, il y a 50% de sans-papiers et maintenant, venez les sortir. Il ne le fait pas. Hein. Et c'est même l'inverse. C'est amusant d'ailleurs parce que j'ai une petite anecdote toute récente, mais un Ukrainien a été trouvé dans la forêt de la Selle-Saint-Cloud, sans papier, sans domicile, etc. Et c'est le maire adjoint qui est venu, qui donc l'a vu. Il est allé voir le commissaire qui lui a dit « Écoutez, je ne veux pas le savoir, mais vous devriez aller voir Emmaüs. » Et donc, il est venu nous voir. Et le gars travaille chez nous. Et donc, on a cette possibilité justement de limiter la précarité et surtout de faire face à l'hiver qui arrive.
Je crois que c'est important, c'est ce que disait Thierry, c'est que on s'adapte à chaque personne. Et c'est hyper compliqué, mais c'est hyper riche. Donc le monde communautaire est un monde particulier. C'était un monde d'hommes, historiquement. Il y avait une communauté de femmes au départ. Finalement, maintenant, dans les communautés, en particulier en dehors de Paris, il y a beaucoup de communautés mixtes et même avec des enfants. Il y a des groupes qui ne sont pas des communautés, bien entendu. Les chantiers d'insertion, on a quand même un certain nombre de réponses. On a aussi des associations qui s'appellent des SOS Familles, qui font des micro-prêts à des familles ou souvent des personnes seules avec enfants en difficulté, en galère d'impôts, en galère de loyer, etc. Et donc, ce sont des gens ce sont des bénévoles qui font tourner ces associations. Et donc, on évite justement que la spirale infernale de la précarité arrive pour ces personnes-là. En général, quand on appelle des organismes de crédit au titre d'Emmaüs, c'est curieux, le taux baisse. C'est bizarre, on doit avoir une sacrée fortune pour ça. Mais on y arrive et on aide les gens à reconstruire leur budget. Donc, je crois ce qui est assez intéressant, c'est vrai, c'est vous visitez un groupe, et on le fait, nous, dans Emmaüs, on adore se visiter mutuellement parce qu'on découvre toujours quelque chose de différent, une réponse différente à une situation différente. Demain, je vais accompagner une jeune femme qui vient de l'Ouganda, qui est arrivée chez nous, elle ne parlait pas un mot de français. Elle a eu son bac en Ouganda, elle a fait deux ans d'études, et puis elle a filé parce que la famille dans laquelle elle était voulait l'exciser. Et donc, elle est partie, elle a filé. Et m'a-t-elle dit, elle a essayé en Angleterre parce qu'elle avait de la famille, mais ça n'a pas marché. Puis la France, on lui a donné un visa touristique, donc elle est venue et voilà. Elle est arrivée chez nous. Demain, je l'amène dans une association qui s'appelle FAS, qui est une association d'entreprise pour aider justement le retour à l'emploi. Et je pense qu'elle va trouver un emploi parce qu'elle a une très très bonne... D'abord, elle est bilingue. Elle a fait ses études en anglais. Maintenant, elle parle très bien le français. Deuxièmement, elle a un abord qui est extraordinaire, donc un côté très commercial. Elle va avoir des relations clientèle très faciles. Et donc, on va essayer de lui trouver un emploi. Donc, c'est pour dire que chaque personne, la réponse est totalement différente, si vous voulez. Mais du coup, il y a des associations dans Emmaüs et en dehors aussi. Il ne faut pas exagérer. Emmaüs ne serait pas à tout non plus. On n'a pas cette prétention. Mais il y a des réponses qui sont justement adaptées à chaque individu, à chaque personnalité, à chaque difficulté. Et ça, je crois que c'est là, avec toute l'idée de l'abbé Pierre qui est de servir premier le plus souffrant, donc en fait, de réduire la précarité des gens qui viennent s'adresser à nous. Ce que j'aimerais savoir finalement, c'est si dans cette salle, que ce soit vous ou nos invités, vous pensez qu'on peut aller plus loin et qu'on voit que tous ces exemples positifs qui existent, mais dans des petits milieux plus ou moins fermés malgré tout, ou plus ou moins engagés entre eux. Est-ce que vous êtes, vous, globalement, optimiste sur le fait que cette prise de conscience va aller plus loin et que les citoyens peuvent prendre en main ces questions pour accélérer ce cercle vertueux, casser ce cercle, le cercle qui ne l'est pas? Oui. Je m'appelle Marie-Valérie, je suis Atmosphère 21. Je pense, vous parlez beaucoup de citoyens. Et je pense que dans certains pays, les citoyens sont autorisés à faire beaucoup plus de choses qu'en France, où il y a quand même un cadre réglementaire assez strict. Je trouve très bien ce que vous faites. Il y a des pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, vous êtes tout à fait libre de produire votre électricité de façon autonome. Bien sûr, si vous installez un petit barrage hydraulique, vous devez demander l'autorisation d'abord. Pourquoi? Pour être sûr que l'eau que vous utilisez, vous n'utilisez pas au détriment de quelqu'un d'autre qui est en dessous. Mais vous avez la possibilité de le faire et vous n'êtes pas obligé de passer par une agence comme EDF, etc. Donc ça, c'est pas mal. On a parlé des jardins partagés tout à l'heure. J'étais très triste parce que derrière chez moi, dans le 14e, la mairie de Paris a cassé un jardin partagé parce qu'elle a un projet paysager. Il est cassé. On n'avait rien à dire. Ça s'est fait. Donc je pense que le citoyen a beaucoup de choses à faire, mais il faudrait peut-être un peu lui donner un peu plus d'espace de liberté. Voilà. Libérer les énergies. Oui.
Alors, est-ce que c'est une question effectivement d'espace de liberté, d'autorisation? Est-ce que c'est une question aussi d'éducation, d'information, de prise? Est-ce que cette prise de conscience, ça passe aussi prendre en main son énergie? C'est des choses pas simples. Il faut être informé, il faut savoir. Donc, est-ce que c'est l'information, les médias qui font pas leur travail? Est-ce que ce sont les professeurs, l'éducation nationale qui ne font pas son travail, qui font que ça va pas plus vite, que ça va pas plus loin, que les gens ne prennent pas conscience, qu'ils peuvent se prendre en main et que les solutions sont là? Il faut juste s'en servir, même si parfois c'est pas toujours simple et il n'y a pas toujours les autorisations. Moi, je vais réagir. La France est quand même un des pays au monde qui a le plus grand nombre de bénévoles, quand même, et le plus impliqué dans les mouvements associatifs. Donc, c'est vrai qu'on peut quand même s'appuyer sur ce type d'élan pour essayer éventuellement de le faire fructifier dans le sens dont on parle ce soir. Mais voilà, il y a beaucoup plus de solidarité, entre guillemets, et de bénévolat en France qu'en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a plus de conformisme en France sur ces questions-là que vous citiez? Je ne sais plus qui est-ce qui citait les exemples de pays d'Europe du Nord. Est-ce qu'il y a plus de frilosité, puisqu'on parle à l'homme de l'énergie, sur ce sujet? Emmanuel Soulias. Oui, moi je voulais juste, et après je passe la parole à Emmanuel, je voulais juste réagir là-dessus, effectivement. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'on est un petit cercle de militants un peu actifs. Je le disais tout à l'heure, 14 millions de personnes qui sont engagées dans les associations, qui sont bénévoles, qui font des choses, qui inventent, qui innovent, mais parfois quelques heures par semaine, et puis parfois toute une vie, où bénévolement, professionnellement, des jeunes. Qu'est-ce qu'on a raconté comme conneries sur les jeunes? Pardon, excusez-moi de l'expression, mais les jeunes qui se bougent plus, qui veulent pas, qui s'engagent pas. Bah si, ils s'engagent, peut-être un peu différemment qu'il y a 20 ans. Non, c'est incroyable ce qui se fait dans ce pays. Il suffit de circuler, il suffit d'aller voir. Le problème, et encore une fois, c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'appel des solidarités, ce qu'on va essayer de continuer à faire, c'est de le valoriser. Et là, je crois qu'il y a effectivement un rôle des médias. Enfin, pardon, les médias ont leur rôle à jouer. On a tous notre rôle à jouer dans cette affaire-là. C'est donner envie, de montrer que c'est possible, valoriser ce qui se fait et montrer en quoi ces actions, parfois aussi simples soient-elles, parce qu'évidemment, dans les 14 millions, il y a aussi le club de pétanque de je sais pas où, mais en même temps c'est du lien social, c'est extraordinaire quand même. Voilà, c'est d'arriver à montrer comment ces personnes qui sont engagées, c'est chacune de ces 14 millions de personnes qui sont engagées sur leur territoire sont des acteurs de transformation sociale, que sont des acteurs de solidarité. C'est de le faire prendre conscience, et certainement, et on a un effort à faire là-dessus, je parlais des médias, mais aussi à l'école, on a à le montrer, on a certainement engagé plus souvent les jeunes et à le valoriser vers des actions de solidarité. Et oui, à le valoriser, à le montrer. Pardon. Je t'en prie. Ouais, peut-être rebondir par rapport à la question qui est posée. Moi, je ne vais pas tellement parler de précarité, mais plutôt rebondir sur pourquoi une petite initiative vertueuse et pourquoi tout un tas de petites initiatives vertueuses restent un peu petites, hein, c'est ça la question, et pourquoi elles ne se développent pas plus. En tout cas, si on se place d'un point de vue économique, d'abord, il faut accepter la diversité et il faut accepter qu'à un moment présent de la vie économique d'un pays et sur un secteur d'activité, il y a des grands acteurs installés sur des modèles qui sont soit solides, soit en déclin, et qu'il y a des petits acteurs qui arrivent. Donc on peut regarder ce qui se passe sur le numérique, on peut regarder ce qui se passe dans le domaine des loisirs, de l'Internet, où il y a eu des bouleversements très brutaux quand même et très soudains, et des renversements très durs. Donc, est-ce que ça peut arriver dans d'autres secteurs économiques? Moi, je pense que oui. Et pour revenir sur le secteur d'activité qui est le nôtre, qui est celui de l'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est en train de changer en ce moment. Et entre maintenant et si on se revoit dans 1 an, dans 2 ans,
le panorama aura énormément changé parce qu'encore une fois, la maturité technologique, la maturité financière des technologies dont on parle, elle est en train d'évoluer à une vitesse folle. Il y a beaucoup d'investissements qui se font. Et donc la question, c'est de savoir comment le citoyen accompagne ça d'une part. Et je pense que le constat, on peut le faire. C'est-à-dire que le citoyen, à partir du moment où il sait, à partir du moment où c'est à sa disposition, bah, il s'engage, il donne, il contribue, il agit. Là, j'ai vraiment pas de souci là-dessus. Et le consommateur peut devenir consommateur. Alors, il y a la question financière, hein, bien évidemment. Et puis après, la question du pouvoir public et de l'État. Et c'est vrai que dans le domaine dans lequel moi j'évolue, qui est celui de l'énergie, bah, en France, on est dans un secteur un peu particulier. Hein. C'est-à-dire que c'est très jacobin, c'est très contrôlé. Il y a 10 ans, c'était un monopole. Hein. C'était un service public de l'énergie. Et d'ailleurs, quand on s'est créé, nous, on a dit feu le service public, vive le service citoyen de l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui est très réglementé, très cadré, avec une technologie qui est à 75% à l'origine de la production d'électricité en France, qui est le nucléaire, et qui tue tous les débats, en réalité, et toutes les innovations. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le citoyen ne peut pas agir, ça ne veut pas dire que le citoyen ne peut pas agir avec son porte-monnaie, avec tout un tas de leviers dont il dispose pour faire évoluer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait 2 dernières remarques et ensuite on va être obligé de clore et de rendre la salle. Madame, et puis vous, madame, ensuite. Je m'appelle Aude Fontresco, je suis bénévole dans plusieurs associations, Espace, je suis au Jardin de Cocagne aussi, et puis d'autres associations plus en lien avec les maladies psychiques. Je me posais la question, mais à une toute petite échelle, et puis peut-être que ça concerne en fait que moi. Je me dis que les associations pourraient peut-être, en ouvrant leurs portes et en proposant des savoirs, des petites formations, accueillir, avoir un petit peu plus de participants. Par exemple, je me suis proposée au Jardin de Cocagne, donc il fait du maraîchage biologique, enfin, de l'insertion par le maraîchage biologique. J'ai proposé mes services et en échange de mon travail de la terre, je me forme, j'apprends à cultiver des légumes. S'il y a un projet de permaculture entre Emmaüs et Espace, est-ce que ce sera fait que par des gens en insertion ou est-ce que le chantier sera ouvert à des gens qui pourront venir apprendre? Les gars, je suis volontaire et il y en aura d'autres. Est-ce qu'on peut aller apprendre à réparer son fer à repasser? Est-ce qu'on peut... voilà, est-ce que de ce point de vue-là, alors j'imagine qu'effectivement, ça ne fera pas des centaines de personnes, mais je trouve que dans l'échange, en plus, moi, quand je vais au Jardin de Cocagne, mais je me sens super bien avec les gens qui y travaillent. Et dans cet échange, et je trouve qu'ils m'ont dit que ça leur apportait un peu d'avoir des gens qui ont des profils un peu bizarres, qui viennent... Enfin, moi, je suis bizarre pour eux quand je viens travailler avec eux. Ils m'ont dit que ça leur apportait parce que ça valorisait leur travail. Et moi, je leur ai dit, je me sens super bien avec vous. Et puis, tous les mains dans la terre, là, c'est super ce qu'on fait, quoi. Et voilà, je me disais, est-ce que, en ouvrant sur le thème de la formation, alors les semences, moi, je trouve ça super, aller faire un atelier pour comprendre la semence, comment on trie ses graines et comment on les garde pour l'an prochain. Mais ça m'est peut-être trop non, mais particulier. Je pense que c'est une piste passionnante. Et en plus, il y a beaucoup d'associations qui font ça malgré tout. Hein. Donc, on n'a pas le temps d'évoquer, mais je pense qu'il est clair pour tout le monde que vous n'êtes pas une personne bizarre, vous êtes juste une pionnière de ce qu'il faudrait qu'on fasse tous. Et je prends la remarque de la dame là, et ensuite, nous allons... Je vous en prie, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, je suis Annie Lefeuille, je suis commissaire enquêteur et à ce titre, je participe à des projets d'aménagement de territoire. Et la solidarité, je n'ai pas encore vu présente dans des projets de ville, des projets différents, etc. Et par ailleurs, au niveau de l'écologie, je salue évidemment ce que vous faites, particulièrement d'aménager le toit à Aubervilliers sur quelques centaines de mètres carrés, je suppose, et à quelques kilomètres de là, il y a 200 hectares qui ont disparu de terres agricoles. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une certaine schizophrénie quand même, entre effectivement des mouvements comme vous êtes là, et puis les pouvoirs publics qui finalement ne visent qu'à, vous parlez aussi, limiter l'implantation dans les agglomérations, alors que c'est
parmi les buts de cette extension de ville qui est présente tout le temps. En même temps, vous pouvez voir une ville comme Rennes qui est en train de sanctuariser tous les terrains autour, et parce que pour justement Oui, bien garder sûr. l'autonomie des villes. Donc, est-ce que c'est des alibis? Est-ce que si on peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein? Est-ce que finalement, ce qu'ils font, même si ça concerne que quelques centaines de mètres carrés, est-ce que c'est pas une manière de mobiliser les gens, d'intriguer ou d'étonner des gens qui a priori n'iraient pas vers ça? Voilà, il n'y a pas de réponse simple, j'imagine. Non, mais il y a des parts citoyennes, effectivement, des parts associatives, puis par ailleurs, il y a des collectivités territoriales qui ne poursuivent pas du tout les mêmes buts. Bien sûr. C'est ça, Bien sûr. la difficulté. Madame, merci beaucoup, parce que c'est une vraie belle question qui se pose dans les villes, de savoir quelle est la part d'alibi et puis quelle est la part de vraie réalisation et de vitrine des solutions. Oui, moi je voulais simplement rebondir sur la question qui était posée, de savoir comment le grand public pouvait s'emparer de ces questions, comment sortir du côté militant. Et bon, moi je suis plutôt dans le domaine de l'agriculture, hein, France Agrimaire s'occupe des filières agricoles. Et on constate simplement, vous savez tous, hein, que la bio croît aujourd'hui de façon exponentielle. Voilà. Alors il y a eu des aides pour ça, il y a eu des raisons économiques pour ça, parce que pour gagner sa vie, quand on est agriculteur aujourd'hui, il vaut mieux être en bio qu'être en agriculture conventionnelle. Bon, voilà. Les raisons, il y en a plein, mais il y a aussi des consommateurs qui en demandent toujours plus, parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de producteurs. Voilà. Donc c'est un exemple. Voilà, il y a des prises de conscience qui se font. En ce moment, il y a les États généraux de l'alimentation qui sont en train de terminer leur premier round là, mais voilà, c'est pas fini. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est une montagne qui va accoucher d'une souris, on verra bien. Mais en tout cas, il y a des questions qui sont prises en charge par la société. Et il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, une question qui est importante pour une société ne déborde pas et n'arrive pas à atteindre le grand public. Voilà. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et ensuite, c'est juste un témoignage personnel, alors là, plutôt négatif. Je crois qu'il faut aussi penser, si on veut élargir au grand public tous ces débats, à la notion de service. Service aux entreprises, bien sûr, mais aussi aux particuliers. Et voilà, quand j'ai voulu aller au Crédit Coopératif ouvrir un compte, on m'a dit qu'il fallait plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un conseiller. Et ben, je suis retournée dans une banque classique où là, j'ai eu un rendez-vous tout de suite. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Ce sont effectivement des secteurs un peu compliqués. C'est vrai qu'on voit que la réponse à la demande est un peu compliquée. Effectivement, moi, le cas du Crédit Coopératif, ma fille avait vécu la même histoire. Et en ce qui concerne le bio, on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de nourrir, de donner assez de bio à toutes les cantines qui en demandent. Donc, et en même temps, on subventionne avec la PAC le conventionnel. Donc voilà, ça c'est le verre à moitié vide. Il y a aussi, mais en même temps, le verre à moitié plein, on l'a vu. Donc on va dire que, pour conclure, que comme vous le disiez, il y a quand même des choses extraordinaires qui sont en train de se faire, qu'il y a 10 ans, jamais on aurait imaginé qu'on aurait autant avancé. Que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, que dans 2 ans, si on se retrouve, on verra à quel point tout ça a pu avancer. Et donc, on va dire qu'on va regarder le verre à moitié plein ce soir avant de se quitter. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie beaucoup nos invités et ceux qui nous ont accueillis ici. Juste un petit mot pour dire que dans le cadre du festival Atmosphère, il est parrainé par Emmaüs cette année, hein, pour la première fois. Et c'est à l'occasion des 10 ans du décès de l'abbé Pierre. Hein, donc dans le mouvement Emmaüs, on fait ça. On a des petits pins pour le faire. Et on fait un hommage à Courbevoie samedi à 11h, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à l'hommage à l'abbé Pierre, puisque c'est là qu'il a conçu son appel de l'hiver 54. Donc voilà, vous êtes les bienvenus en cette année 2017.